Et Voilà. après, ok, Voilà. on doit accepter et on accepte, il n'y a pas de problème, hein, on est chercheur du public, donc nos discours et nos présentations sont d'ordre public. Et voilà, donc j'y vais, Julie, hein. C'est bon, tu as fini Oui, oui, l'introduction? tu as la parole jusque minuit. Jusqu'à minuit. Bah écoutez, il faut ramener un sandwich avant alors. Mais voilà. Bah écoutez, bonsoir à tous. Merci de nous permettre de vous présenter nos travaux de recherche avec Nicolas Schmidlin. Donc, comme l'a dit Julie, on travaille dans une UMR agroécologie. Alors, je vais commencer un petit peu aussi par ce concept d'agroécologie. Et on va parler, alors on va pas parler d'eau ce soir, un petit peu hein, quand même, mais on va surtout parler sol et biodiversité des sols, parce que c'est quelque chose qu'on étudie avec Nicolas, on est spécialiste. On a des formations en biologie et en écologie tous les deux et au sein de notre équipe. On est une équipe d'écologie des sols et à l'INRA et à l'Institut Agro, justement, on fait le lien entre l'agronomie et l'écologie pour développer cette transition agroécologique. Quoi vous dire? Bah, c'est pas une photo des Cévennes, ça, c'est une photo d'un paysage agricole, périurbain, urbain, avec la ville de Dijon au fond, un système périurbain et le début de la fameuse côte viticole au sud de Dijon, hein, qui va de Marsanais à Vaune-Romanée, Nuit-Saint-Georges, Vré-Chambertin. Parce que on travaille à ces échelles. Vous allez voir qu'on travaille à des échelles nationales très larges pour faire justement les fameux atlas français, la diversité microbienne des sols. Mais, et c'est ce que vous présentera Nicolas, moi je vais vous présenter plutôt la première partie, Nicolas vous présentera aussi des échelles territoriales et paysagères. C'est des échelles qui vont plus nous intéresser dans le projet Tétrabio qui aura lieu sur la commune de Mandem. Alors, ça marche ou pas de mon côté? Si ça va marcher, voilà. Est-ce que ça défile de votre côté? Vous voyez les Oui, on a diapos? la deuxième dia maintenant. Pardon? Oui, On c'est a la bon. deuxième dia maintenant. Ok, ok, donc ça défile, ça défile. Si vous voyez qu'il y a un décalage avec ce que je dis, dites-le moi. Je ne sais pas comment je pourrais régler ça, mais en tout cas, voilà, qu'il n'y ait pas trop de décalage. Alors, justement, pour revenir sur cette transition agroécologique, le but de cette transition agroécologique, c'est de concilier agronomie et écologie Dia dans maintenant. un contexte. Voilà, qu'il y ait pas trop de décalage. Alors, mais Monsieur Nabil, il faut vraiment qu'il ferme son micro parce qu'il va nous faire. Monsieur Nabil, bon, là, il faut lui fermer son micro parce que ça va être compliqué de faire la conf avec lui en écho. Je lui envoie un mail. Ouais, bon, j'essaye d'avancer. Donc, le contexte de cette transition agroécologique, c'est de continuer à produire autant, voire plus, mais mieux. Mieux d'un point de vue, alors, bien sûr, agronomique, environnemental, santé publique. Et dans ce contexte de transition agroécologique, le sol, qui est à la base de support de production, ne doit pas représenter un simple support inerte, mais doit être considéré véritablement comme un écosystème, pas un support de production simplement. Un écosystème. Aïe, aïe, aïe. Attends un peu, je me demande si c'est pas notre micro. On va... Si, si, voilà. Santé publique. Et dans ce contexte de transition agroécologique, le sol, qu'il y a un écho et c'est moi à la base avec un retard de production ne doit pas représenter un simple support. Non, Ouais, tout le monde c'est bien entend du cet côté écho, c'est juste de Nabil, en fait, que ça coince. le. Mais, mais c'est quand même le micro de Nabil en fait qui doit l'avoir en décalé. Véritablement comme un écho. Attends un peu, je me demande si c'est pas notre micro. Avec un écho et c'est moi en fait avec un retard. En plus ça coupe. Ah, c'est voilà. Allez, les joies du direct. Tout le monde entend cet écho? C'est de Nabil, en fait, que ça Mais c'est coince. par Nabil hein, que ça passe. Je pense. Ah, mais c'est quand même le micro de Nabil en fait qui doit l'avoir en décalé. C'est terrible de s'entendre avec un décalage de 30 secondes. Oui, allô, j'ai un message Unstable Network Connection, donc le réseau n'est pas très. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, monsieur Nabil? Unstable Network Connection. C'est par Nabil hein, que ça passe. Julie, tu as fermé le tien, on t'entend plus. Alors, par contre, c'est pas à toi de fermer ton micro. Monsieur Nabil, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Nabil, est-ce que tu pourrais fermer ton micro, s'il te plaît? Ça crée un gros écho de notre côté. S'il vous plaît, une question. Est-ce que ma connexion. Fermez votre micro, monsieur. J'enregistre Est-ce la qu'une mauvaise conférence. Julie, tu as connexion? fermé le tien, on t'entend plus. Alors.
C'est pas à toi de faire les... Est-ce que tu pourrais fermer ton micro, s'il te plaît? Un gros écho de notre côté. L'arrêt de partage d'écran et on va lui couper à nouveau. Ok. On arrête le partage d'écran. Attends un peu. Oui, j'arrête le partage. Est-ce que je peux faire network connection? Est-ce que tu peux juste couper ton micro, s'il te plaît? C'est ça qui crée l'écho. Ouais. Ma flèche. Oui, ma flèche, je la vois pas. Elle est ici. Ah, tu as coupé ton. Là, c'est bon. Ah, Ça a l'air bon. il l'a pas coupé, il l'a pas coupé. Il n'a pas coupé. Ok. Ferme le chat. On va repartir sur le Oui, même ma- micro. Tu vois ma. Tu peux pas le couper, Julie, toi? J'essaie. Si. Reviens. Normalement, tu dois avoir Laisse ça faire, s'il te plaît, parce que j'y arrive pas. En fait, il le remet aussi. Non, Nabil, est-ce que tu peux fermer ton micro? Allez. Sauf qu'il ne faut pas qu'il le rallume chaque fois. Il ne faut pas rallumer ton micro, d'accord, Nabil? S'il te plaît, ne rallume pas ton micro avant les questions, parce que ça crée beaucoup d'écho ici et on ne s'entend plus. Ça te va? Tu peux L'impression qu'il a monter. une connexion très hachée, hein, et donc il nous entend. Ah oui, on n'entend pas, oui. Ok, bon, on va essayer. Allez, on repart. Je vais rester là. C'est bon de nouveau pour vous? Oui, Ok. Bah, j'étais parti là. excusez-moi. Non, mais voilà. Donc, j'en étais à dire que, en fait, le sol ne doit plus être considéré comme un simple support inerte de support des cultures ou même de nos habitations, hein, à l'échelle de nos sociétés humaines, mais comme un écosystème avec un patrimoine biologique à même de rendre des services pour les sociétés humaines. Et dans cette fameuse transition agroécologique, le sol doit même être un bras de levier pour créer des systèmes de culture innovants et aussi réduire l'empreinte environnementale de l'agriculture, encore une fois, tout en maintenant une production relativement importante, stabilisée, voire même encore plus importante. Alors, on va focaliser un petit peu sur le sol et les services qui sont fournis par le sol. Quand on parle de services écosystémiques, c'est les services fournis à nos sociétés humaines. Ça, c'est une planche de la FAO qui date d'il y a une quinzaine d'années et qui montre les différents services écosystémiques que rend le sol à nos sociétés. Alors, il y a trois grands types de services. Tout d'abord, cerclé de rouge, des services de fourniture, d'approvisionnement. Le sol va fournir, je ne sais pas si vous voyez ma souris en live, va fournir des aliments, des fibres, des combustibles, des cycles des éléments nutritifs, notamment pour les producteurs primaires, un habitat pour une multitude d'organismes, et là on va parler de biodiversité, et c'est ce qui va nous occuper à la suite de la conférence, des composants pharmaceutiques et du matériel génétique, bien sûr un fondement pour les infrastructures humaines, des matériaux de construction. Donc le sol fournit des éléments qui sont très importants pour le développement de nos sociétés. Le deuxième type de service, et ça va intéresser plus particulièrement le projet Tétrabio, c'est des services de régulation. C'est-à-dire que le sol est un écosystème qui va réguler d'autres écosystèmes et son propre écosystème. Alors bien sûr, la première régulation, celle dont on parle tout de suite, enfin tous en ce moment, et qui va nous occuper encore un certain temps, c'est la régulation du climat. Et notamment, on compte sur le sol pour sa capacité de séquestration du carbone au niveau du sol, et notamment dans les sols agricoles, qui sont un petit peu dépréciés en matière organique. On compte sur eux pour augmenter le stockage de carbone, notamment de carbone organique, et donc, bien sûr, diminuer la quantité de carbone dans l'atmosphère sous forme de CO2. Deuxième grande régulation, c'est sur le cycle de l'eau. Le sol va réguler les crues. Comment le sol va réguler les crues? La perméabilité du sol, le maintien de la perméabilité du sol va faire que l'eau, au moment des fortes précipitations ou même des précipitations, va pénétrer dans le sol et éviter qu'elle ruisselle à sa surface et créer des inondations, s'accumulent à ce niveau-là. Alors bien sûr, il faut que les sols soient perméables, c'est-à-dire qu'ils soient de bonne qualité physique et surtout qu'ils ne soient pas imperméabilisés, artificialisés par l'urbanisation ou la construction de routes ou de bâtiments. Donc ça, c'est très important. Et toujours au niveau du cycle de l'eau, le sol va avoir un rôle de filtre environnemental. L'eau va arriver à la surface du sol. Elle peut déjà être contaminée ou se contaminer à la surface du sol. Et lorsqu'elle va percoler dans le sol jusqu'aux nappes phréatiques, qui vont être des zones de captage, hein, notamment pour la consommation humaine, et le sol va filtrer, va dépolluer ces eaux. Alors ça va être des processus physiques, chimiques, mais surtout biologiques. Ce sont les organismes vivants du sol qui vont permettre cette dépollution de l'eau. Alors, bien sûr, cette dépollution, elle n'est jamais totalement parfaite, hein, surtout quand on a une accumulation de produits polluants importante, que ce soit des métaux, des hydrocarbures ou des pesticides.
Et des fois, même on compte un peu trop sur les capacités de dépollution du sol. Par exemple, c'est un peu le problème du glyphosate, hein, qui est une molécule normalement qui est fortement biodégradable, mais on en a tellement mis dans l'environnement que ses capacités de biodégradation sont saturées. Et donc, on en retrouve au niveau des eaux de captage et même un peu partout au niveau du sol et plus largement. Donc, la capacité de dégradation de filtre du sol est quelque chose de très important, mais des fois, on en met tellement que ça met un peu plus de temps à se biodégrader. Et enfin, le troisième type de service, c'est un service de patrimoine culturel. Ben oui, le sol, c'est la mémoire de notre passé. Dès qu'on gratte un petit peu au niveau du sol, on peut trouver des vestiges des civilisations antérieures. Et donc, le sol renferme un véritable patrimoine culturel qui nous permet de remonter dans le temps et d'avoir accès à des informations sur les civilisations antérieures. Voilà les différents services rendus par le sol. Vous vous rendez compte que ce sont des services très importants, services qui ont essayé d'être monétarisés, parce que dans nos sociétés, on aime bien toujours un peu monétariser. Ça donne un ordre d'idée. Si on perd ces services écosystémiques rendus par le sol, ça coûterait à nos sociétés, à toutes nos sociétés à l'échelle de la planète, 20 milliards de dollars par an, ce qui est légèrement supérieur à la dette de la France. Donc c'est un prix relativement incommensurable. Et autre chiffre très important, 95% des aliments que nous consommons viennent du sol, de façon directe ou indirecte. Donc le sol est le véritable réservoir de notre production alimentaire et la principale matrice environnementale, je dirais dire écosystème, qui me permet d'avoir cette production alimentaire. Alors, le sol, bien sûr, est menacé, hein, comme tous les écosystèmes de notre planète. À l'échelle internationale, on s'est mis globalement d'accord sur 8 grandes menaces. Alors, je vais les lister sans ordre hiérarchique, hein, plutôt de la gauche à la droite. On parle bien sûr des pollutions, donc les contaminations locales ou diffuses. Des contaminations locales, ce sont généralement des pollutions industrielles ou urbaines. Diffuses, c'est des retombées atmosphériques, hein. C'est-à-dire que les pollutions montent dans l'atmosphère et elles retombent à des dizaines ou des centaines de kilomètres en fonction notamment des précipitations. On a aussi une menace qui est l'artificialisation, c'est-à-dire due généralement à l'extension urbaine, l'imperméabilisation des sols par la construction de routes, de bâtiments, de parkings. Alors ça vaut pour les grandes villes, mais ça vaut aussi pour les villages, hein. Il faut savoir que l'imperméabilisation, l'artificialisation des sols se fait pour un pourcentage non négligeable, aussi en zone rurale, dans des villages, par la construction de nouveaux bâtiments. Donc ça fait partie un petit peu de cette menace. Après, on a des menaces plus dues aux pratiques agricoles, hein, et à l'agriculture. Perte de matière organique, on sait que les sols agricoles ont perdu beaucoup de matière organique lors du dernier siècle, notamment par l'utilisation d'engrais chimiques. Des problèmes de salinisation, alors ça c'est plutôt dans des écosystèmes méditerranéens ou côtiers, où on a des problèmes voilà, d'aridification et de salinisation par des intrusions marines au niveau des nappes, ce qui peut arriver aussi à des salinisations des sols, ce qui pose des problèmes. Tassement du sol, donc ça on est plutôt sur des problèmes de labour intensif, passage d'engins, et puis une dégradation plus physique de la structure du sol qui peut entraîner des processus d'érosion, des glissements de terrain et des inondations. Et puis enfin la dernière menace, qui est peut-être un peu une résultante de toutes celles d'avant, c'est la perte de biodiversité au niveau des sols. Et justement, si on va commencer à parler de cette biodiversité des sols, voilà une planche qui résume de façon assez schématique, hein, les organismes qui sont hébergés, qui vivent au niveau de cet écosystème sol. Alors vous voyez que c'est une planche qui est organisée selon la taille des organismes, hein, des plus petits aux plus visibles, aux plus gros. Alors les plus petits, bien sûr, ce sont les bactéries et les champignons. Alors c'est un peu faux parce que les plus petits sont les virus, mais on ne les a pas référencés dans cette planche, même s'ils sont très présents dans le sol, parce qu'on ne sait pas grand-chose d'eux. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les citer, mais il faudrait mettre les virus encore plus petits que les bactéries. Et il faut savoir que ce sont les organismes les plus abondants, les virus, et ils régulent sûrement les populations par leur capacité notamment de parasitage et à ce niveau-là, mais on connaît très peu de choses sur leur écologie, donc on en parle encore peu aujourd'hui au niveau scientifique. Donc les plus petits, à part les virus, ce sont les bactéries de l'ordre du micromètre, hein, donc on ne les voit pas. Après, ce sont les champignons, c'est ce qu'on appelle globalement les micro-organismes, et c'est ce qu'on va vous détailler un peu plus ce soir avec Nicolas, parce qu'on est spécialiste de ces micro-organismes et de l'écologie de ces micro-organismes dans les sols, et notamment dans les sols agricoles. Et puis après, quand on augmente en taille, on arrive dans ce qu'on appelle la faune, donc la microfaune, parce que c'est encore petit et invisible, les nématodes, les protozoaires. Les nématodes, on les connaît un peu dans le monde agricole, parce que certains sont phytoparasites. Après, on arrive dans le visible avec la mésofaune, donc là, avec des différents types d'organismes, des acariens, des colamboles, voilà un colambole, un dégradeur de litière, des diploures, des amphitréides, etc. Et puis après, on arrive dans la macrofaune. Alors là, on les voit bien, et puis on a la star des organismes du sol, le ver de terre, ou les vers de terre,
Voilà, tout le monde connaît les vers de terre, les agriculteurs, les citoyens, les pêcheurs, tout ça. Et c'est même un indicateur de qualité biologique des sols. Quand il y a beaucoup de vers de terre et qu'ils sont diversifiés, c'est qu'on a un sol de bonne qualité biologique. Alors, c'est pas totalement faux, c'est pas totalement vrai. Il suffit pas d'avoir beaucoup de vers de terre pour qu'un sol soit de bonne qualité biologique. Il faut qu'il y ait tous ces organismes pour que ça, un sol soit de bonne qualité biologique. Et puis après, ben, bien sûr, les gastéropodes, les mammifères fouisseurs, et puis bien sûr, il ne faut pas oublier la plante. La plante est un organisme qui fait partie du sol, notamment par ses racines au niveau de la couche superficielle du sol. Si on donne quelques chiffres, on peut voir que les bactéries, par exemple, on peut avoir plusieurs milliards de bactéries par gramme de sol. Un gramme de sol, c'est pas grand-chose, hein. Donc on a plusieurs milliards d'individus bactériens dans ce gramme de sol et plusieurs millions d'espèces. Donc une abondance et une diversité très importante au niveau des micro-organismes. Quand on regarde les vers de terre, on peut avoir plusieurs tonnes de vers de terre par hectare. Et puis quand on cumule un peu toutes les espèces de la micro, méso et macrofaune, on peut avoir jusqu'à 10 000 espèces par mètre carré. Donc on a des chiffres très importants. Ce sont des chiffres moyens et ce ne sont pas des chiffres qu'on retrouve obligatoirement que dans les écosystèmes naturels, les forêts ou les prairies alpines, etc. Non, ce sont des chiffres qu'on peut avoir dans des sols agricoles à partir du moment où les pratiques ne sont pas trop agressives. Et si on cumule tous ces chiffres, eh ben on a fait le constat à l'échelle internationale il y a à peu près 2 ans que le sol héberge 59% de la biodiversité totale de notre planète. C'est-à-dire que le principal réservoir de biodiversité de notre planète, c'est le sol. Donc ça, c'est un résultat un peu nouveau, innovant, jusqu'à il y a 2 ans, jusqu'à l'étude internationale qui a donné ce chiffre, on était plutôt à 20-25% de la biodiversité se trouve dans le sol. En fait, non, ça a été revisité. On est à 59%, c'est-à-dire globalement, presque 2 tiers de toute la biodiversité de notre planète se trouve sous nos pieds. Et sous nos pieds, c'est quelques dizaines de centimètres le sol, hein. Ce n'est pas un écosystème. Alors, il est sur toute la surface, mais il est peu profond dans certains cas. Alors, si je vous mets ce beau ciel étoilé, c'est pas parce qu'il est l'heure d'aller dormir, mais c'est parce que Hubert Reeve disait il y a quelques années qu'il y avait plus de micro-organismes dans 1 mètre carré de sol que d'étoiles dans le ciel, et c'est vrai. En fait, si je vous redonne les chiffres des micro-organismes, hein, on va focaliser un peu plus maintenant sur ces micro-organismes. On a plusieurs milliards de bactéries par gramme de sol et plusieurs millions d'espèces, toujours par gramme de sol. Et sur les champignons, alors quand on va parler de champignons, on va parler des champignons microscopiques, c'est-à-dire les mycéliums microscopiques qui sont dans le sol. On ne parlera pas des carpophores qui fructifient à la surface du sol, parce qu'il faut savoir, et ça vous l'apprendrez dans l'Atlas français des champignons du sol, que les formes fructifiantes des champignons à la surface du sol représentent que 6% de la diversité totale des champignons du sol à l'échelle de la France. Donc ce que l'on voit à la surface du sol et qui s'exprime sous forme de carpophores pour les champignons, c'est à peine 10% de la diversité totale des champignons qui sont dans le sol. Alors c'est important, mais c'est quand même relativement peu. Donc on parle de champignons microscopiques, et là on en a des millions d'individus par gramme de sol et des milliers à des dizaines de milliers d'espèces. Alors, toute cette énorme abondance et diversité microbienne dans le sol, bien sûr, hein, c'est un patrimoine, mais c'est un patrimoine qui n'est pas là par hasard, qui n'est pas là gratuitement et qui remplit des fonctions. Ces fameuses fonctions qui vont donner les services après. Et si on doit retenir qu'une fonction portée par les micro-organismes et qui est spécifique à eux, c'est la minéralisation de la matière organique. C'est-à-dire que les bactéries et les champignons sont les seuls organismes vivants qui sont capables de minéraliser la matière organique en matière minérale, en éléments nutritifs minéraux, c'est-à-dire en azote, en soufre, en phosphore. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ces éléments minéraux, ça va nourrir la plante. La plante se nourrit de ces éléments minéraux, elle ne se nourrit pas de matière organique. Donc si on n'a pas la transformation de la matière organique en matière minérale, il n'y a pas de fertilité naturelle au niveau des sols. Alors en agriculture, on a souvent utilisé des engrais chimiques qui amènent directement ces éléments minéraux pour nourrir la plante, et on a un peu court-circuité la transformation de cette matière organique, mettre de la matière organique pour qu'elle se transforme en matière minérale. Maintenant, on revient un peu plus sur ce concept agroécologique de mettre de la matière organique plutôt que des engrais chimiques pour fertiliser les sols, et compter donc sur le moteur biologique pour faire cette fertilité naturelle. Alors les micro-organismes, ils ont aussi d'autres fonctions très importantes. Ils ont une fonction de structuration du sol. En fait, les bactéries et les champignons vont construire des agrégats, c'est-à-dire des petits massifs de particules minérales qui vont en fait être leurs habitats. Et ces agrégats, ils vont avoir une porosité, donc du vide. Et eux, ces micro-organismes, ils vont habiter dans cette porosité. Cette porosité, elle est très importante, notamment pour l'eau, parce que cette porosité va accueillir l'eau, elle peut se remplir d'eau et donc faire une réserve utile pour la plante.
Et si c'est de la microporosité, l'eau va être là de façon capillaire et la plante va pouvoir avoir accès à de l'eau même en période de sécheresse. Donc cette structure du sol, elle est très importante aussi, notamment pour la production végétale, parce que c'est un réservoir d'eau, c'est un réservoir d'habitants, de diversité, mais c'est aussi un réservoir d'eau. Donc la structure du sol est quelque chose d'assez fondamental et ce sont les bactéries et les champignons qui forment et qui font la structure du sol. Ces bactéries et ces champignons, ils ont des grandes capacités aussi de dégradation et notamment des polluants du sol, c'est-à-dire tous les polluants, hydrocarbures, pesticides, même les métaux en termes de transformation, ils vont être capables de les utiliser comme source de carbone ou d'énergie ou pour les métaux de les transformer, pour les détoxifier et donc de dépolluer leur environnement. Au début, ils le font pour eux, mais aussi le nôtre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'eau, ils sont capables de dépolluer l'eau, mais aussi de dépolluer le sol. Alors des fois, ça peut être court, mais des fois, ça peut prendre du temps. Voilà, les PFAS, qui sont soi-disant des polluants internels, un jour ou l'autre, ils seront dégradés par ces micro-organismes, mais ça mettra peut-être des dizaines de générations. Donc c'est assez inconcevable à l'échelle de nos sociétés. Et puis, au niveau des micro-organismes, on sait que certains sont pathogènes. On connaît des bactéries, des champignons qui sont pathogènes de végétaux, d'animaux, de l'homme, hein. Mais ça, c'est quelques pourcents de ces communautés microbiennes dans le sol. Beaucoup sont antagonistes de ces pathogènes, c'est-à-dire, et c'est ce qu'on essaye de développer aussi à l'INRA et plus largement en agroécologie, c'est d'aller trouver des micro-organismes, bactéries et champignons qui sont antagonistes de pathogènes pour faire ce fameux biocontrôle ou lutte biologique, et donc avoir un moyen de lutte avec un organisme vivant contre un autre organisme vivant pour essayer de limiter l'utilisation de pesticides au niveau de l'agriculture et notamment des pesticides de synthèse. Voilà les grandes fonctions qui sont portées par ces micro-organismes et rapidement, je vais vous décliner une petite expérimentation qu'on a faite dans notre équipe ces 10 dernières années, parce que c'est bien beau de dire que l'abondance et la diversité des organismes et notamment des micro-organismes, c'est fondamentalement important pour le fonctionnement biologique du sol, mais faut-il être encore capable de le démontrer, et notamment de le démontrer aux agriculteurs qui sont très demandeurs de savoir en quoi leur patrimoine biologique du sol peut avoir un intérêt pour leur production agricole. Et donc on a fait des expérimentations assez artificielles au laboratoire où on est capable de baisser la biodiversité microbienne d'un sol de 30%, de 40%, de 50%, même de 100%, on peut stériliser des sols. Là, on va parler simplement d'une baisse de 30% de la diversité microbienne d'un sol, hein, et de voir quel est l'impact de cette baisse de biodiversité sur les grandes fonctions portées par ces sols. Mais on peut voir que si on perd 30% de la diversité microbienne d'un sol, on perd 40% de la minéralisation de la matière organique, c'est-à-dire la capacité du sol à transformer la matière organique en matière minérale, donc à fournir des éléments minéraux à la plante de façon, j'ai envie de dire, naturelle. Et donc ça a une répercussion directe sur la productivité végétale. Si on fait des essais en serre avec cette même dilution de diversité, on perd 50% de la productivité végétale, c'est-à-dire un retard de développement végétatif. On l'a fait sur du trèfle, on l'a fait sur du blé, on l'a fait sur de la tomate, on l'a fait sur du pois. C'est un peu les plantes modèles à l'INRA Dijon. Et on perd 50% du développement végétatif au niveau des premiers stades, des premières semaines de développement de la plante. Et ça, même en présence d'engrais. C'est-à-dire que si on rajoute de l'engrais dans les pots, les plantes poussent mieux, mais on a le même décalage avec la diversité maximum et une baisse de la biodiversité de 30%. En termes de sécheresse, ça aussi c'est quelque chose qu'on a rajouté parce que ces dernières années on a eu des sécheresses et vous êtes dans une zone qui est souvent soumise à des sécheresses. La biodiversité n'amène pas une meilleure résistance à la sécheresse. Par contre, quand on a plus de biodiversité, on a une meilleure récupération de la plante post-sécheresse quand les conditions d'humidité reviennent. Et ça, c'est important parce que si la plante n'est pas morte, j'ai envie de dire, et qu'elle est en train de récupérer, ben, elle va mieux récupérer si on a une diversité supérieure par rapport à une diversité qui est érodée de 30%. En termes de stabilité structurale, donc cette fameuse structure du sol en agrégat, en porosité, hein, qui est très importante, et ben, si on perd 30% de la diversité microbienne, on perd 50% de la stabilité structurale. Et dernier test que l'on a fait, c'est le temps de survie de pathogènes. On a inoculé dans le sol en fait, des pathogènes humains qui n'existent pas dans le sol, ce n'est pas leur environnement naturel, et on a regardé en combien de temps ils disparaissaient parce qu'ils rentrent en confrontation avec la flore indigène, un peu comme au niveau de votre tube digestif. Hein. Vous avez une flore indigène et vous ingérez au quotidien des micro-organismes, bactéries, champignons, et votre flore indigène fait un effet barrière. Voilà, elle vous protège. Et heureusement que tous ces germes que vous ingérez ne se maintiennent pas parce que vous seriez constamment en déséquilibre au niveau du transit et au niveau intestinal. Et au niveau du sol, c'est pareil. La biodiversité fait un effet barrière et quand il y a des nouveaux germes qui arrivent par l'extérieur, et ben normalement, ils ne peuvent pas s'implanter parce qu'ils rentrent en compétition avec cette flore indigène qui occupe tous les espaces, toutes les niches, tous les habitats. Sauf que ce Listeria monocytogenes, là, c'est le nombre de cellules qu'on a inoculées et qu'on dénombre en fonction du temps. On voit que dans un sol qui a toute sa biodiversité, 100% de sa biodiversité, il va disparaître en 7 jours.
Par contre, si on enlève 30% de la biodiversité du sol, la biodiversité microbienne, il va disparaître en 15 jours. Donc déjà, il va rester 2 fois plus de temps dans le sol. Et si on enlève 50% de la diversité microbienne, il va disparaître en plus de 20 jours. Alors au bout d'un moment, il disparaît toujours, mais il reste plus longtemps. Donc il a plus de chances de développer un foyer épidémiologique quand c'est un pathogène. Donc on baisse l'effet barrière et donc on altère directement l'état sanitaire si on a une baisse de biodiversité microbienne du sol. Une petite vidéo, alors j'espère que ça va passer, vous me dites hein, si elle tourne. Est-ce que ça bouge de votre côté? Oui, oui, c'est bon. Voilà. Alors, très rapidement, c'est une petite vidéo, ce qu'on appelle un slack test. C'est quelque chose que les agriculteurs peuvent avoir. Hein. C'est des petites cupules en plexiglas dans lesquelles on met des mottes de sol sèches et on regarde le temps qu'elles mettent à se désagréger dans l'eau. Et comme ça, les agriculteurs comparent un peu les sols de leurs différentes parcelles en fonction de différents itinéraires techniques ou historiques de culture. Là, en fait, c'est le même sol, c'est un sol de forêt, dans lequel on a fait des dilutions de diversité. Donc, c'est le même type de sol, avec une diversité élevée, c'est-à-dire sa diversité maximum, une diversité moyenne, c'est-à-dire on a enlevé 30% de la diversité microbienne, diversité faible, 50% de la diversité microbienne, et puis un sol qu'on a totalement stérilisé par des rayons gamma pour ne pas altérer sa structure. Alors, vous voyez que déjà, là, on est à peu près à 1 minute. Au bout d'1 minute, la motte de sol stérile est totalement désagrégée. Donc, elle ne résiste pas à la désagrégation dans l'eau. Celle qui a une diversité faible, qui a perdu 50%, elle est pas vraiment, elle est en train de se désagréger. La diversité moyenne, elle est aussi en train de se désagréger. Puis la diversité élevée, maximum, elle, pour l'instant, elle ne bouge pas. Alors, le test dure 5 minutes, donc je vais accélérer un petit peu, je vais aller à la fin, en sachant qu'à la fin, le test ultime, c'est de secouer ces mottes pour faire un peu le mimétique d'une pluie très forte après une période très sèche, ce qui amène généralement à des processus d'érosion et de désagrégation des sols. Donc voilà, c'est ce qui se passe, on va secouer les mottes, et vous voyez qu'au final, toutes les mottes sont désagrégées, sauf celle qui a la diversité élevée. Alors, elle n'est pas totalement intègre, hein. Il reste à peu près 30 à 40% de la motte initiale, mais vous voyez qu'il y a un lien très direct entre la stabilité structurale du sol et le niveau de diversité microbienne. Puisque dès qu'on a une baisse de la diversité microbienne de 30%, de 50% et de 100%, on a une désagrégation très importante du sol, ce qui fait que ce sol a une mauvaise stabilité structurale, donc va être très sensible à un phénomène d'érosion. Encore une fois, hein, ce test, c'est une forte pluie qui arrive après une période très sèche. Et donc des sols qui ont des mauvaises stabilités structurales, dues notamment à des baisses de diversité microbienne qui peuvent être dues eux-mêmes à des pratiques agricoles, ça entraîne ces processus en fait, de tassement et d'érosion des sols. Alors, c'est important de dire qu'il y a beaucoup de micro-organismes dans le sol, ils sont très diversifiés, de dire qu'il faut maintenir la diversité microbienne, mais faut-il être capable encore aujourd'hui de mesurer autant de micro-organismes, des milliards d'individus, des millions d'espèces, dans un sol qui est une matrice très hétérogène et à des échelles relativement petites. Et c'est vrai qu'on a oublié un petit peu Pasteur hein, et ses outils d'observation microscopique, de mise en culture hein, sur le milieu synthétique pour se tourner depuis une trentaine d'années sur des outils moléculaires qui sont beaucoup plus puissants et beaucoup plus exhaustifs pour aborder l'immensité du monde microbien au niveau du sol. Et donc, depuis 30 ans, on a développé, et on est toujours en veille technologique hein, là-dessus, des méthodes moléculaires pour aborder les micro-organismes en extrayant l'ADN du sol. Et c'est ces outils-là qu'on va développer sur les sols de Mondagou dans le projet Tétravio. Et une fois qu'on a cet ADN, eh ben on va développer des indicateurs de cette microbiologie du sol. Tout d'abord, on va quantifier l'ADN total microbien qu'on a extrait, c'est ce qu'on va appeler la biomasse moléculaire microbienne, c'est-à-dire que c'est un indicateur de quantité de micro-organismes, assez grossier, mais assez sensible aussi aux pratiques d'usage des sols. Et puis, on va avoir quelque chose de beaucoup plus technique, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de séquencer pour des coûts modiques, entre guillemets, hein, pour la recherche, tout l'ADN que l'on a extrait, et donc d'avoir accès à toutes les espèces, des bactéries et des champignons, et de faire de vrais indices de diversité au niveau des sols. Vous vous rendez compte qu'avec autant de diversité, c'est compliqué de faire des indices. Ben, grâce à ces technologies de séquençage, au débit, on est aujourd'hui capable de tout séquencer et d'avoir accès à des indices de diversité pour tout nouveau sol qu'on est capable d'étudier. Et fort de ces outils, dans les années 2000-2005, on commençait à avoir des outils assez puissants. Ils sont bien plus... ils se sont fortement modernisés depuis, hein, mais on a commencé dans les années 2005. On a eu une opportunité en France de travailler sur le réseau de mesure de la qualité des sols, le fameux RMQS,
qui est quelque chose qui a été mis en place par les institutions françaises de recherche et les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement, où la France a décidé de faire un réseau d'observation de ces sols. Et ça, c'est une première assez unique en Europe, voire au niveau mondial, qu'un pays se soucie tant de la qualité de ses sols et fasse un inventaire cartographique national de la qualité de ses sols. Alors, vous avez ici la grille d'échantillonnage, hein, ce sont des petits carrés de 16 km, voilà, avec, ça fait à peu près 2200 petits carrés sur la France, la Corse et tous les territoires ultramarins. Et au centre de chacun de ces carrés, de chacune de ces cellules, hein, de 16 par 16 km, on a prélevé un sol. Alors bien sûr, le but, ce n'est pas d'être représentatif de la cellule, hein, de 16 km de côté avec un seul sol échantillonné, c'est d'avoir 2200 sols à l'échelle du territoire français pour capter toute l'hétérogénéité environnementale en termes de type de sol, type de climat, géomorphologie et type d'usage. Et nous, on est arrivé dans les années 2005-2006 avec nos outils moléculaires, et on a décidé de faire, en plus d'un inventaire de la qualité physico-chimique, parce qu'au début c'était très physico-chimie, hein, la qualité des sols, c'était plutôt géré par des pédologues, de faire un inventaire de la qualité microbiologique des sols, et donc un inventaire cartographique des bactéries et des champignons à l'échelle du territoire national. Et j'ai envie de dire, presque 20 ans après, Nicolas fait partie de cette aventure dès le début, hein, il était en postdoc chez nous et il avait travaillé dessus, et ben, presque 20 ans après, on a pu générer, et la France est le seul pays au monde à avoir des cartes de microbiologie de ces sols à l'échelle nationale, on a pu générer ces fameuses cartes de biomasse moléculaire microbienne, c'est-à-dire de quantité de micro-organismes, de diversité des bactéries et de diversité des champignons. Alors, on ne va pas passer trop de temps sur ces cartes parce qu'on pourra en discuter pendant des heures. Bien sûr, les zones bleues sont des zones froides où il y a moins de biomasse, enfin de quantité de micro-organismes ou de diversité de bactéries ou diversité de champignons. Puis les zones rouges sont plus chaudes et c'est là où il y a plus soit d'abondance, soit de diversité de micro-organismes. Ce qu'on peut voir, c'est que toutes ces cartes sont structurées spatialement avec ce qu'on appelle des profils biogéographiques. Et s'il y a une structure spatiale, ça veut dire qu'il y a des paramètres de l'environnement qui expliquent ces structures. Et on rentrera un peu plus dans le détail après. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que malgré qu'on ait des zones bleues, on n'a jamais de sol où il n'y a plus de micro-organismes. Tous les sols ont des micro-organismes, plus ou moins abondants pour des raisons naturelles ou plus dues à l'usage agricole ou aux activités humaines, mais il n'y a pas de sol mort en France. Et à Mandagou, je pense qu'on n'en trouvera pas non plus. On n'en a jamais trouvé, quels que soient les territoires ou les paysages que l'on a fait à des plus petites échelles. Voilà, on a des niveaux d'abondance et de diversité variables, qui sont encore dus à des causes soit des causes naturelles, soit des causes d'usage dues aux pratiques humaines, mais il n'y a pas de sol mort. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des cartes différentes entre la quantité de micro-organismes, la diversité des bactéries et la diversité des champignons. Ça veut dire que ce ne sont pas les mêmes paramètres qui vont gérer ces paramètres microbiens, ces indicateurs microbiens. Et ça veut dire aussi que dans certains sols, on peut avoir peu de micro-organismes et beaucoup de diversité, ou beaucoup de micro-organismes et peu de diversité. En fait, tous les cas de figure sont possibles. Et ça ne veut pas dire que si je mesure beaucoup de micro-organismes, je vais obligatoirement avoir beaucoup de diversité. Ce n'est pas des choses qui sont fortement corrélées. Donc, il faut mesurer tous ces indicateurs microbiens pour avoir une bonne vision de la qualité microbiologique des sols. Alors, je vais passer très rapidement sur ces cartes, mais d'abord pour vous dire que pour la biomasse moléculaire microbienne à l'échelle nationale, on a tout d'abord un effet sol, c'est-à-dire c'est la physico-chimie du sol, donc l'habitat du sol, l'habitat des micro-organismes, qui va générer des abondances plus ou moins importantes de ces micro-organismes. Et puis, en deuxième lieu, on a un effet mode d'usage. Et quand on regarde le mode d'usage, eh ben, on peut voir qu'au niveau des forêts et des prairies, on a beaucoup de micro-organismes. Et dès qu'on rentre au niveau des systèmes agricoles, vignes et vergers, eh ben, on a une chute de la quantité de micro-organismes. Alors ça, c'est un résultat qui est assez logique, hein. On s'attendait à ce genre de résultat. On le voyait déjà à des échelles de paysage. Pourquoi? Parce que dans les sols agricoles, on a moins de matière organique. Et quand il y a moins de matière organique, eh ben, il y a moins de substrats nutritifs pour les bactéries et les champignons. Et donc, eh ben, elles se multiplient moins, elles colonisent moins le sol. Et donc, on a de facto moins de micro-organismes au niveau des sols agricoles. Indépendamment de la matière organique, dans les sols agricoles, on fait du travail du sol qui casse les agrégats, donc les habitats des micro-organismes. Et puis, on met des pesticides qui sont des toxiques, qui sont des biocides et qui peuvent tuer aussi une partie des micro-organismes. Donc, c'est assez logique qu'on ait moins de micro-organismes. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est logique qu'on ait moins de micro-organismes au niveau des sols agricoles par rapport aux pratiques agricoles que l'on déploie. Quand on regarde la diversité bactérienne, donc on a cette carte, et on a toujours d'abord, en premier effet environnemental, un effet sol. C'est la physico-chimie du sol qui gère les niveaux de diversité bactérienne. Et en deuxième effet à l'échelle nationale, on a un effet mode d'usage. Sauf que là, on a une séquence inverse. C'est-à-dire que c'est dans les sols agricoles que l'on a le plus de diversité bactérienne, alors que dans les sols de forêt et de prairie, on a moins de diversité bactérienne. Alors là,
Je ne vais pas vous détailler, rentrer dans les concepts et les théories écologiques, hein, mais tout simplement, ce résultat n'est pas contre-intuitif. Il pourrait paraître contre-intuitif. Alors, le monde agricole est très content de ce résultat, puisqu'il dit ah, super, je stimule la biodiversité. Eh bien, c'est vrai. Dans les sols agricoles et même les sols viticoles, on stimule la diversité bactérienne. Pourquoi? Parce que la diversité bactérienne, elle répond à une perturbation intermédiaire. En fait, quand on a une perturbation moyenne, un stress moyen, eh ben, ça stimule la biodiversité d'un écosystème et notamment la biodiversité des bactéries. Alors que quand on a une perturbation faible, comme dans les écosystèmes forêts ou prairies, où il y a moins d'interventions, notamment agricoles, eh ben, dans cette perturbation faible, on a moins de diversité parce qu'on a des opportunistes qui peuvent supplanter les moins opportunistes. Et donc, cette perturbation intermédiaire due aux pratiques agricoles, elle va stimuler la diversité bactérienne. Donc, on a un constat de plus de diversité bactérienne dans les sols agricoles. Si on regarde les champignons, on a encore une autre cartographie. On a toujours un effet sol sur les champignons, c'est-à-dire que c'est la physico-chimie du sol qui va d'abord gérer la diversité des champignons. Et on a aussi un effet mode d'usage. Et là, on a encore une séquence différente entre les usages à l'échelle nationale. C'est qu'on a une augmentation de la diversité quand on passe des forêts, prairies aux grandes cultures, la diversité des champignons. Mais quand on passe en système viticole, on a une chute importante de la diversité des champignons. Et là encore, ça s'explique avec des théories écologiques, toujours cette théorie de la perturbation intermédiaire. Hein. On a une perturbation intermédiaire au niveau des grandes cultures qui va stimuler, comme pour les bactéries, la diversité des champignons. Par contre, au niveau des vignes et vergers, on a une perturbation forte, trop forte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on travaille beaucoup le sol, et les champignons vont coloniser plutôt les macro-agrégats, parce qu'ils sont un peu plus gros que les bactéries, et ces macro-agrégats sont un peu plus instables au travail du sol, à l'agression mécanique, que les micro-agrégats. Et donc, on va d'abord, avec le labour, casser les agrégats, les macro-agrégats, qui sont les habitats des champignons. Ça, c'est le premier effet de la vigne, hein, où il y a beaucoup de mécanisation en vigne. Deuxième effet qui est aussi très connu, en vigne, on est sur 3% des surfaces agricoles utiles à l'échelle nationale, et on utilise 20% des pesticides totaux. Donc en vigne, on met beaucoup de pesticides, et sur tous ces pesticides, il y a 80% d'antifongiques, parce qu'on combat le mildiou, parce qu'on combat l'oïdium. Et ces antifongiques, ils tombent au niveau du sol, et ils tuent des champignons du sol. Donc, au niveau des vignes et vergers, on a une perturbation très forte, qui n'est plus une perturbation moyenne, hein, qui stimulerait la diversité. Au contraire, on baisse la diversité des champignons en système viticole. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. On pourra avoir un jeu de questions après. Je vais aborder un dernier point avant de laisser la parole à Nicolas. C'est les réseaux d'interaction bactériens. On aborde aussi nos communautés microbiennes dans le sol par des réseaux d'interaction, c'est-à-dire qu'on regarde quelles sont les interactions entre les bactéries, entre les champignons et entre les champignons et les bactéries. Je vous ai mis un réseau social parce que ça vous formalise avec des outils simples un peu ce qu'on est capable de faire. C'est comme les réseaux sociaux. Une société regarde comment ses individus, ses citoyens, un maire regarde comment ses citoyens communiquent, interagissent entre eux. Et un maire ou tout responsable politique sait très bien qu'une société humaine, plus elle interagit, plus les citoyens interagissent, et bien plus elle est stable socialement et plus elle est productive aussi. Et ben c'est pareil au niveau des communautés de micro-organismes des sols. Il y a des interactions, et plus ces interactions sont importantes, sont complexes, plus la communauté est stable et productive. Et donc ces réseaux d'interaction, on les a calculés. Alors ça, c'est le réseau de tous les sols du RMQS, voilà, où les boules avec des numéros ou des petits noms sont des taxons bactériens, et où les traits verts entre ces taxons bactériens sont des interactions positives, de la coopération, et les traits rouges sont des interactions négatives, de la compétition par exemple. Et il faut les deux interactions, des positives et des négatives, pour avoir un réseau d'interaction intéressant. Alors, à l'échelle de tout le RMQS, ça n'a pas un gros intérêt d'avoir ces réseaux d'interaction. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comparer les réseaux d'interaction microbiens en fonction des usages à l'échelle de la France. Donc, on va reprendre les forêts, les prairies, les grandes cultures céréalières et les vignes. Et si vous vous rappelez, la diversité bactérienne augmente quand on passe de la forêt à la prairie et la grande culture céréalière à la vigne. Il y a plus de diversité bactérienne ici, donc plus de taxons, donc potentiellement plus d'interactions. Et si on regarde les réseaux d'interaction, on peut voir qu'ils sont très complexes, très denses au niveau des forêts. Au niveau des prairies, ils sont encore très complexes, mais on voit que le système est en train un petit peu de se simplifier, de s'étirer. Et puis quand on regarde au niveau des grandes cultures céréalières et des vignes, on a presque perdu 90% des interactions au niveau de nos communautés. Alors là, c'est les bactéries. En sachant qu'on a plus de taxons, plus d'espèces, donc potentiellement plus de liens. Mais ce qu'on voit apparaître, en fait, c'est des petits groupes de taxons qui interagissent entre eux et qui se désolidarisent du reste de la communauté, donc ils sont opportunistes. Et en fait, ça rend une communauté moins complexe, moins cohésive et moins de coopération entre les espèces.
et ça affecte le fonctionnement du sol. Pourquoi? Parce que pour remplir les grandes fonctions que je vous ai listées auparavant, la minéralisation de la matière organique, la structure du sol, la dépollution, la lutte biologique, eh ben, il faut plein de bactéries différentes, plein d'espèces différentes qui sont en interaction pour remplir ces grandes fonctions. Si on a plein d'espèces mais qu'elles n'interagissent pas, ben c'est comme un processus, une chaîne de montage de voiture, hein. Si vous avez un robot qui est tombé en panne au milieu ou qui fait plus son travail, eh ben la chaîne s'arrête et la voiture n'est pas construite. Et donc là, la fonction n'est pas remplie. Voilà, j'ai fini. Et comme l'a dit Julie, pardon, tout à l'heure, tous ces résultats, d'un point de vue grand public et naturaliste, on les a mis dans des atlas, l'atlas français des bactéries du sol. Alors, il y a beaucoup plus de résultats, hein, et l'atlas français des champignons du sol. Donc, Julie a les champignons et j'enverrai à la mairie de Mandagou dès demain l'atlas des bactéries. J'ai plus d'exemplaires de champignons, je suis désolé, mais au moins vous aurez les deux sur la commune avec celui de Julie. Celui des bactéries est sorti en 2018 parce qu'on avait d'abord les résultats sur les bactéries et celui sur les champignons est sorti l'année dernière. Voilà, j'ai dû être sûrement un peu trop long et je vais laisser la parole à Nicolas. Je te laisserai présenter les indicateurs à ce niveau-là. Ok, alors attends, je vais peut-être partager de mon côté dans ce cas-là. On peut faire déjà un petit jeu de questions-réponses Et si ça ouais, peut couper un peu le flux de avant de parole, passer. si ça vous va. D'accord, pendant que vous faites, vous pouvez de votre côté changer d'écran, j'ai pas besoin d'intervenir. Je m'en occupe. Ah, Ok, d'accord. Nicolas. Des questions dans la salle. Juste une intervention, peut-être, c'est que finalement, j'ai pas introduit parce que certains d'entre vous étaient là, mais la commune s'est lancée récemment et on a obtenu enfin le financement pour l'Atlas de la biodiversité. Et une des thématiques dans cet Atlas de la biodiversité que nous avons mis en lien avec l'étude de la teneur de l'eau, c'est justement la biodiversité dans les sols. Et donc là, ce que je viens de voir, enfin, c'est juste, c'est parfait pour ce qu'on a dit, ce qu'on a évoqué, notamment sur l'implication de tous les publics sur la commune. Là, on a vu l'interaction et le bénéfice direct par rapport aux agriculteurs. Et donc, enfin, je trouvais ça parfait comme intervention. Ça tombe vraiment à point nommé. Et personnellement, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la possibilité de cartographier les interactions entre les taxons. Parce qu'au-delà de la biodiversité, ça a l'air d'être encore plus important si on vous écoute. Et est-ce que ça fait partie de ce que vous comptez faire à Mandagou dans le cadre du projet? Alors, on compte faire des réseaux d'interaction, c'est-à-dire qu'à Mandagou, on a prévu une stratégie d'échantillonnage assez intensive et extensive hein, sur la commune avec alors, on n'a pas encore défini, mais entre 100 et 200 points échantillonnés. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire des réseaux d'interaction, il faut un grand nombre d'échantillons, parce que c'est des réseaux de co-occurrence, hein, donc c'est des matrices statistiques, et il faut un minimum d'échantillons. Donc on pourra faire des réseaux d'interaction par rapport à des usages, par rapport à des positions Mm. géographiques, etc. Par contre, cartographier les réseaux d'interaction, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, c'est des parcelles qui sont déjà en réseau spatial dont on va regarder les interactions. Bon, c'est des choses dont on discutera un peu plus techniquement de ce que l'on peut faire, mais en tout cas, on fera des réseaux d'interaction sur les échantillons de sol qu'on aura prélevés à Mondagou. D'accord. Moi, j'aurais une autre question, mais s'il y a des questions venant de la salle, je vous donne la priorité. S'il y a quelque chose qui ne vous semblait pas clair, allez-y, il n'y a pas de questions bêtes, hein. Parce que si il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, la probabilité, c'est qu'il y a plein de gens autour de vous qui n'ont pas compris non plus, hein. Donc, le moindrement qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair, c'est maintenant ou jamais. Vous avez Lionel et Nicolas devant vous. Donc, euh, moi, j'ai une question très bête, parce que je trouve que c'est toujours les meilleurs de toute façon. Je comprends qu'en prenant un échantillon de sol, vous allez littéralement identifier tout ce qui traîne comme trace ADN, parce que je vois comment vous pouvez le faire. Mais comment est-ce que vous faites pour reconnaître les interactions? Parce que vous avez de l'ADN d'espèces qu'on ne connaît pas encore. Alors, comment est-ce que vous pouvez savoir si ils ont une interaction de coopération ou de compétition? Ou peut-être de cannibalisme ou Alors, le cannibalisme, c'est de l'interaction négative, hein. On peut le mettre dans le trait rouge, hein, le cannibalisme. Après, ça a décidé entre nous. Mais non, en fait, c'est des réseaux de co-occurrence, c'est-à-dire c'est des liens statistiques. C'est-à-dire on regarde la co-occurrence des bactéries entre elles ou des champignons entre eux. C'est-à-dire si deux bactéries sont toujours ensemble, dans des échantillons, dans différents échantillons, on en déduit qu'elles coopèrent, qu'elles sont toujours associées. Et si elles sont jamais ensemble, avec bien sûr des liens statistiques hein, plus ou moins robustes, des tests statistiques plus ou moins robustes, si elles sont jamais ensemble, on en déduit qu'il y a une forme d'exclusion et donc d'antagonisme.
Elles sont peut-être asservies. Je pense aux fourmis qui font l'élevage des pucerons, par Oui, mais exemple. alors là chez les micro-organismes, ces concepts sont un peu délicats par rapport déjà à des notions de mobilité, de choses comme ça. Et On est donc, d'accord. c'est de la concurrence statistique. Donc, c'est vraiment des réseaux d'interaction, c'est pas des réseaux trophiques. C'est des Ah, réseaux d'accord. Oui, ok. Ouais. d'interaction. Est-ce que Les je peux réseaux te trophiques, c'est autre chose. Les réseaux trophiques, c'est des interdépendances par rapport à des ressources trophiques. Et il y a de la prédation, il y a de la compétition, il y a de la Les coopération ressources aussi. trophiques, si j'ai bien compris, les ressources trophiques, c'est qui mange qui. Voilà. Là, on n'est pas dans un réseau trophique. On est vraiment simplement dans un réseau d'interaction. D'accord. Si tu peux et arrêter ton partage d'écran, on te verrait. C'est toujours plus facile de Hop là. poser des questions à quelqu'un. Tac. Je l'ai coupé Ah, du normalement. coup, c'est Nico ce qu'on voit. Excuse-moi. Non, là, tu vas parler. C'est plus facile. Est-ce que quelqu'un aurait des questions? Oui. Oui, Est-ce il y que a une la question. biodiversité joue un rôle dans le stockage de l'eau? Donc la question, je ne sais pas si tu l'as entendu. Est-ce que la Oui, eh ben, bien sûr qu'elle joue un rôle dans le stockage de l'eau au niveau du sol, puisque je vous ai fait la démonstration que la biodiversité microbienne est reliée à la structure du sol. C'est-à-dire que quand on perd de la biodiversité microbienne, vous l'avez vu sur le slack test avec la désagrégation des modes de sol, on perd la stabilité structurelle du sol. C'est quoi la stabilité structurelle du sol? C'est d'avoir des agrégats dans le sol qui forment de la porosité, c'est-à-dire du vide. Et si ces agrégats sont pas stables, parce qu'il n'y a pas de biodiversité microbienne, il n'y a pas de porosité, le sol se tasse, et donc on a moins d'espace et donc moins d'eau potentiellement retenue, ce qu'on appelle la réserve utile du sol. Donc la stabilité structurelle, la structure du sol est très importante et elle est gérée par les micro-organismes et par la biodiversité des micro-organismes. Quel est l'ordre de grandeur de ce volume de stockage? Je n'ai pas Non. entendu par contre. Il demande quel est l'ordre de grandeur de ce volume de stockage. Alors c'est généralement, on dit généralement que le sol est fait à 50% de vide quand il a une bonne structure et 50% de particules minérales et organiques. Donc ça peut aller jusqu'à 50% du volume du sol. Pas Pour un mal. sol, alors bien sûr en fonction de la texture du sol, sa teneur en argile, en limon, en sable, ça peut avoir des gammes de variations. La taille, et la taille des pores aussi qui détermine la manière dont la dynamique. Ouais. Si vous avez un sol argileux, vous allez avoir plutôt de la microporosité, parce que c'est des particules fines, avec une eau très capillaire. Donc, qui est intéressante quand il y a des fortes sécheresses, parce que l'eau capillaire, elle est fortement retenue et les racines sont capables d'aller la puiser. Si vous avez un sol très sableux, vous allez avoir de la macroporosité, des pores plus gros, et un système qui va être assez séchant. C'est-à-dire, l'eau va tout de suite percoler et être peu retenue. Donc, ça Bien dépend évidemment, aussi de la texture du sol. c'est ce qu'on a ici. Bien évidemment, on a un sol très filtrant. C'est pour ça que les oignons poussent bien ici. Euh, oui, il y a encore une question? Oui. Euh, L'efficience maximum de la porosité, c'est 1 micron. Donc, l'efficience, la question, c'est l'efficience maximum de la La taille du porosité. pore. La taille du pore. On est sur 1 micron à peu près. On est sur un micron à peu près, c'est la question. L'efficience de quoi? De la eau capillaire? Ah, le niveau capillaire, ouais. Niveau capillaire. Alors ça, c'est de la physique du sol, hein. C'est pas mon domaine de compétence. Je sais pas si Nicolas. Et Mais en fait, on va avoir différentes catégories d'eau retenues en fonction du diamètre du pore dans le sol. Les eaux de drainage, c'est plutôt donc les eaux qui s'écoulent très vite, plutôt sur des pores qui sont au-dessus de 8 micromètres de diamètre. c'est ça, oui. Le seuil de coupure, Et, il est à 10 micromètres entre micro et macropore, généralement. et, et l'eau vraiment liée, qui est très difficile à prélever par la plante, elle est plutôt dans les micropores à moins d'un micromètre de diamètre. Et entre deux, c'est la réserve utile. Mais il y a aussi ce phénomène de, moi je m'accroche toujours à ça, au mycélium arbusculaire, qui vont livrer l'eau à l'intérieur de la cellule de la racine de la plante. Ça, c'est l'article de 2022, Roots Oui, oui, to... oui, c'est toutes les symbioses mycorhizes, hein, où en fait, les champignons, il y a des champignons qui rentrent en symbiose avec des racines de certaines plantes, hein, c'est ce qu'on appelle les champignons mycorhiziens, et qui vont augmenter la surface racinaire de la plante par le filament de mycélium champignon. Et comme il est plus petit, il va aller dans des capillaires plus fins que ne peut faire la racine de la plante, et surtout avec plus d'efficacité, soit pour capter l'eau, soit aussi pour capter le phosphore, parce que les champignons ont des enzymes, et notamment des exoenzymes, qui sont capables d'aller solubiliser du phosphore qui est indisponible normalement pour la plante. Donc ces symbioses mycorhiziennes, elles sont relativement importantes, mais attention, attention, on a toujours tendance à... Nous, on est défenseur des communautés avec Nicolas. C'est-à-dire que les symbioses, c'est quelques pourcents des champignons du sol. Et vous avez bien vu par mon intervention qu'en fait, il faut toute la diversité de champignons du sol pour remplir les grandes fonctions de stabilité structurelle, de dégradation de la matière organique, etc. Donc les mycorhizes, c'est un exemple
très marquant d'amélioration de la fertilité d'un sol pour une plante avec un partenaire champignon, mais ça ne fait pas toutes les fonctions portées par les micro-organismes au niveau du sol. Et certaines plantes ne sont pas mycorhizées aussi. Oui, certaines plantes ne sont pas mycorhizées. Mais y a-t-il d'autres questions dans la salle? Ou est-ce que vous trépignez d'impatience d'entendre Nicolas? Je crois qu'il trépigne d'impatience d'entendre Nicolas. Eh ben, on Merci. y va. De toute façon, on revient avec des questions. Excuse-moi, je devrais vous regarder. De toute façon, on va revenir avec des questions pour tous les deux après la présentation de Nicolas. Tu peux partager ton écran, Nicolas? Oui, ça marche. Alors, dès que je vais réussir à remettre le... Ça y est. J'ai laissé la dernière diapo sur les diagnostics. Si tu Oui, peux. ouais, j'y suis. Mais en fait, je faut juste que j'arrive à partager le bon truc. Hop, voilà. Ça devrait, là, vous devriez voir, ça devrait avancer. Hop là. Oui, c'est parfait. Tac. On voit la totalité de ton écran avec ta prochaine dia et toutes les dias de la Alors, présentation. c'est pas le bon. Super. Je vais recommencer. Je suis désolé, c'est pas... On voit les professionnels et les moins professionnels. Tac, ça. Et ça ne veut pas marcher comme je veux. Voilà. Me voilà. Là, ça doit être bon. Vous devez avoir une diapo en plein écran, je Ouais, c'est pense. bon. Oui, Lionel, en fait, vous a présenté en fait, tous les apports aussi fondamentaux du AMQS. Et en fait, les travaux qui ont été menés sur la zone mesure de qualité des sols, ils ont aussi des apports opérationnels très forts au niveau du suivi et de l'évaluation de la qualité des sols. Et ça, notamment au travers, en fait, du passage de ces informations et de ces outils issus de la recherche vers en fait, leur mobilisation en tant qu'indicateur, donc qui permettent d'évaluer des impacts. Donc là, ce que vous avez en haut, c'est les quatre cartes, en gros, de la carte d'abondance des micro-organismes à l'échelle nationale, l'équilibre microbien, qui est en fait le rapport entre la quantité de champignons et la quantité de bactéries qu'on va retrouver dans un échantillon de sol, la diversité des bactéries ici, et puis la diversité des champignons. Et en fait, à partir de toutes ces cartes et puis des informations qu'on a à côté, qui sont des informations sur en particulier la physico-chimie des sols, donc la teneur en argile, en carbone, le pH ou la teneur en sable. Et bien on a été en capacité de produire des modèles prédictifs en fait qui permettent d'estimer une valeur de référence à la parcelle ou au point qui en fait correspond à la quantité, soit la quantité de micro-organismes que vous devriez avoir dans l'échantillon, ou le niveau de diversité bactérienne, ou le niveau de diversité de champignons attendu, au regard des propriétés physico-chimiques de l'échantillon de sol. Et en fait, ces outils-là, derrière, quand on compare cette valeur de référence donc, que vous avez sur le graphique en bas ici, à la valeur observée, ben, ça permet d'évaluer si notre valeur de référence elle est supérieure à la valeur observée. Ben, dans ce cas-là, on est plutôt sur la partie basse du graphique et on va se dire qu'on a un effet un petit peu négatif des pratiques et de l'utilisation du sol. Donc les autres facteurs de variation vous a montré Lionel en termes d'occupation, mais aussi en termes de pratiques agricoles. Et puis si notre valeur observée elle est supérieure à la valeur de référence, dans ce cas-là, on va considérer que les pratiques ont un effet améliorant. Et puis vous voyez un autre seuil, en fait, qui est le seuil critique, là, qui est noté à moins 30% de la valeur de référence sur le graphique, qui lui correspond en fait un peu à un seuil d'alerte et qui a été défini sur la base de l'expérience de dilution de diversité que vous a décrite et explicité Lionel avant, où finalement on voit quand on perd à peu près 30% de diversité et puis 30% de biomasse aussi, bah, finalement on a une altération des fonctions biologiques et des fonctions de fertilité chimique, fertilité physique et de protection contre les pathogènes dans notre système sol. Et donc tout ça, ça permet en fait aujourd'hui de faire une évaluation et un diagnostic de qualité microbiologique des sols et de le relier en fait aux pratiques agricoles et à l'impact des pratiques agricoles qui sont mises en place notamment. Alors l'idée derrière, c'est en fait toutes
tous ces éléments, en fait, ils ont été publiés, hein. Ils ont été publiés notamment dans un ouvrage sorti en 2017 qui s'appelle La microbiologie moléculaire au service du diagnostic environnemental et qui fait un état des lieux, en fait, de l'utilisation de ces outils moléculaires et notamment des outils de diagnostic qu'on vous présente ici, euh, pour leur usage, en fait, pour évaluer la qualité des sols en France. Alors, l'idée dans la suite, ça va être de vous montrer aussi des initiatives à des échelles plus spatiales, en fait, sur des emprises spatiales plus restreintes, à des échelles territoriales et puis à des échelles paysagères. À l'échelle territoriale, c'est le projet Prodige, alors qui est porté par la métropole de Dijon et qui est en fait un projet emblématique aujourd'hui parce que c'est le premier projet territorial dans lequel on a une métropole qui a investi avec des cofinanceurs, mais qui a investi pour mieux connaître la qualité de ses sols. Et c'est le premier projet en France où vous allez avoir une emprise spatiale à l'échelle d'une aire urbaine complète qui va être caractérisée. Alors ce programme Prodige, en fait, il s'inscrit un peu plus largement dans un objectif en fait d'allier du mieux produire et du mieux manger. Donc le mieux produire, c'est produire de manière plus durable et avec un impact environnemental moindre. Et puis mieux manger, c'est mieux nourrir les populations et tout en préservant avec une alimentation de meilleure qualité. Et dans ce cadre-là, en fait, au niveau de l'équipe, c'est Lionel qui était coordinateur de cette action-là, une action de l'action Sol Expert, qui visait aussi à évaluer l'impact en fait des modes de production sur la qualité des sols à l'échelle du territoire enfin, à l'échelle de l'aire urbaine de Dijon. Alors, je vous parle d'aire urbaine. En fait, c'est une délimitation administrative, hein, cette aire urbaine. C'est l'ensemble, vous l'avez ici. Alors, vous avez le département de la Côte d'Or ici, et puis en bleu, l'aire urbaine de Dijon, qui regroupe un ensemble de communautés de communes, avec le, la métropole de Dijon au centre, et puis son aire urbaine qui est délimitée par, en fait, le secteur assuré en bleu qui couvre à peu près 3300 km², et puis à peu près 200, un peu plus de 200 communes. Et en fait, cette aire urbaine, elle est définie par en fait, le territoire de consommation finalement de Dijon Métropole et des communes avoisinantes. Alors nous, sur ce territoire-là, ce qu'on a réalisé comme travail au sein de l'action Sol Expert, c'est qu'on a finalement déployé, un petit peu comme sur le réseau de mesure de qualité des sols, un échantillonnage territorial qui est intensif et extensif. Alors intensif au sens un nombre de prélèvements et d'observations très important. On est sur, pour la partie, on va dire, microbiologie des sols, on est à peu près sur 300 sites d'observation. Donc vous avez la répartition ici sur la carte, c'est tous les petits points de couleur, sachant que chaque couleur correspond à une occupation du sol et leur positionnement, il a été réfléchi de manière à être représentatif de la manière dont les sols sont utilisés dans le territoire et de manière à couvrir l'ensemble du territoire. Donc vous voyez qu'on a des sites sur des zones vertes qui sont des sites forestiers, en orange des sites plutôt maraîchers, en jaune ça va être plutôt des sites en grande culture, en vert clair vous aurez des sites en prairie. Alors après notre territoire à Dijon il est assez, vous voyez qu'il y a une moitié en grande culture et puis grosso modo une moitié en prairie-forêt. Et puis une zone un petit peu concentrée qui correspond à la côte viticole au sud de Dijon, donc principalement côte de nuit et puis haute côte de nuit sur la fin. Et donc ça, sur l'ensemble de cet échantillonnage-là, ça représente à peu près 300 échantillons de sol qui ont été prélevés, analysés pour leur physico-chimie, mais aussi pour un tableau de bord d'indicateurs biologiques. À l'intérieur, vous allez retrouver donc nos micro-organismes, hein, bactéries, champignons, mais aussi de la nématofaune, des vers de terre, de la faune du sol, de la faune épigée, alors des colamboles, des carabidés, des araignées, des fourmis, etc. Et puis d'autres indicateurs physiques, notamment des notions de tassement et de compaction du sol avec des indicateurs de densité. Et en fait, ça nous a permis, une fois les analyses réalisées et puis la validation des données faites, de produire un ensemble de cartes, comme à l'échelle nationale. La première étant une carte de biomasse moléculaire microbienne. Donc vous voyez que finalement, dans notre secteur où on avait une partie très jaune avec beaucoup d'occupations agricoles, c'est là où on va avoir les couleurs les plus froides, qui correspondent à la même clé de lecture tout à l'heure, c'est-à-dire des biomasses microbiennes plus faibles par rapport à des secteurs qu'on va qualifier. Alors, on a appelé ça le secteur colline et le secteur montagne, mais ça n'a rien à voir avec on va dire les montagnes des Cévennes en termes de dénivelé ou de variation d'altitude, mais qui sont les secteurs où on a les plus hautes altitudes chez nous et qui en fait présentent des niveaux de biomasse bien plus importants
et qui sont en fait avec des occupations forestières et prairiales dominantes. Alors ça, si on reprend les éléments apportés par Lionel sur le réseau de mesure de qualité des sols, ben, en fait, on est dans un système où on est sur des occupations de sol qui sont plutôt, qui favorisent cette biomasse moléculaire. Et puis, parce qu'on va avoir des teneurs en carbone plus importantes, moins d'intensification d'usage aussi par rapport à nos systèmes de grande culture ou encore à notre code viticole ici. On a fait la même chose pour notre diversité bactérienne et on voit que la répartition, elle est pour le coup très différente. Et puis avec notre diversité de champignons, qui là encore a une répartition différente des autres. Et puis, bah, la même chose avec les nématodes ou les lombriques, simplement pour dire que voilà, la question qui se posait sur l'entrée cartographique, ça c'est quelque chose qui fait partie du cœur de métier chez nous, de produire des cartes d'aire de répartition, alors plutôt sur des entrées microbiologiques. Mais c'est quelque chose qui se fait et ça se fait en fait par une bonne définition de la stratégie d'échantillonnage en amont pour avoir quelque chose qui soit efficace. En fait, l'enjeu derrière tout ça, c'était aussi d'évaluer l'impact des modes de production et on a appliqué en fait les outils de diagnostic que je vous ai présentés au début pour regarder d'abord l'impact des types d'occupation du sol et des types d'usage et puis après l'impact des pratiques agricoles qui sont appliquées dans certains types. Alors, la clé de lecture, par rapport à tout à l'heure, c'est quand on est vert, là, comme sur les camemberts, la partie verte, elle correspond à tous les cas où on a, en fait, une qualité microbiologique qui est au-dessus de la valeur de référence. La partie orange, c'est quand on est entre la valeur de référence et le seuil critique, donc entre 100% et 70% de la valeur de référence. Et puis la partie rouge, ça correspond aux situations où on va se retrouver en dessous de cette valeur, de ce seuil critique, et donc là où on aurait des actions à engager. Et là, ce qu'on va faire, c'est plutôt comparer la physionomie des résultats au niveau des systèmes en prairie, en forêt, en vigne, en grande culture et en maraîchage. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, nos systèmes prairiaux, ils ont globalement on a beaucoup plus d'observations qui sont dans des situations très améliorées par rapport à la valeur de référence, par rapport à nos systèmes forestiers, où il y en a un petit peu moins, et un petit peu plus de sols qui sont dans des situations intermédiaires. Et après, des systèmes qui tendent à se dégrader plus quand on a une intensification d'usage. Alors avec nos systèmes prairiaux, où là, on augmente notre part de systèmes dégradés et puis de systèmes intermédiaires et on réduit notre nombre de systèmes, en fait, de sites où on a un état microbiologique supérieur à la référence. Et nos systèmes en grande culture, où là, on voit qu'on a quand même pas mal de dégradation. Et puis après, nos systèmes en maraîchage qui sont à peu près dans la même physionomie que nos systèmes en grande culture. Et donc on arrive à cette organisation où la qualité microbiologique globale de nos sols, elle est meilleure en prairie par rapport aux forêts. Et pour ces deux blocs, meilleure qu'en vigne, qui elles sont là aussi, là pour le coup, meilleures qu'en système en grande culture ou en maraîchage. Alors ce qui est intéressant derrière tout ça, ça va être d'aller regarder un petit peu, alors dans nos systèmes agricoles, qu'est-ce qui fait varier et qu'est-ce qui induit ces variations. Donc associé en fait aux informations qu'on a pu acquérir de physico-chimie ou de qualité microbiologique de nos sols sur des systèmes en grande culture, on a aussi été faire des enquêtes et on a essayé de récupérer les itinéraires techniques au niveau des différentes parcelles inventoriées et on les a classés, alors pour le coup, sur des systèmes ici céréaliers, hein, en quatre grands groupes. Des systèmes en agriculture plutôt conventionnelle mais sans labour, avec aucun travail du sol. Des systèmes en agriculture bio avec un labour modéré, des systèmes conventionnels avec un labour réduit, modéré, et puis de la fertilisation organique, et puis des systèmes conventionnels avec un système de labour plutôt intensif et beaucoup de fertilisation minérale. Et en fait, là, quand on compare ces systèmes de production les uns aux autres, ben, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on a plus de situations dans lesquelles on a des sols où on a une qualité microbiologique globale qui est au-dessus des valeurs de référence ou proche ou on va dire au niveau intermédiaire dans les systèmes conventionnels sans travail du sol, par rapport à nos systèmes en agriculture bio avec un labour modéré, où là on est à peu près équivalent en termes de physionomie par rapport au système conventionnel avec un labour modéré et de la fertilisation organique. Et puis ces deux systèmes-là sont dans un meilleur état microbiologique que nos systèmes conventionnels avec un labour intensif et de la fertilisation minérale. En fait, ce que ça traduit, ça, c'est que finalement, les choix qui sont opérés sur les leviers agronomiques du type le travail du sol et la fertilisation et le type de fertilisant apporté, en fait, ils sont assez déterminants pour moduler et ils affectent finalement la qualité microbiologique globale de notre système. Au niveau
Alors, ça, on le retrouve en fait, ce type de résultat, au niveau de nos de systèmes paysagers. Alors là, l'exemple à l'intérieur du programme Prodige, c'est un exemple qu'on a appliqué sur deux bassins d'alimentation de captage. À gauche, vous avez un bassin d'alimentation de captage qui est plutôt dans le secteur ouest, sur des systèmes, alors avec beaucoup de grandes cultures et plutôt sur des sols très drainants, enfin assez drainants avec un système karstique en dessous, et qui se caractérise plutôt par une orientation forte vers l'agriculture biologique, donc avec réimplantation de beaucoup de cultures de légumineuses, de luzerne et de choses comme ça. Et puis de l'autre côté, un système on va dire, la plaine agricole dijonnaise, plutôt avec des rotations courtes et pas mal d'utilisation d'intrants et un travail du sol important. Et en fait, quand on compare, on a appliqué le même effort d'échantillonnage sur les deux bassins d'alimentation de captage, et quand on compare les résultats, ben, ce qu'on voit, c'est que le système, on a pas mal d'agriculture bio avec du travail du sol, ben, finalement, on a des résultats qui globalement sont quand même meilleurs, avec plus de points qui sont dans des bons états microbiologiques, par rapport au système conventionnel intensif où on a une utilisation importante de produits phytosanitaires et puis de fertilisants minéraux, et un travail du sol important. Donc finalement, ce que ça traduit, cette approche-là, c'est qu'une réduction d'intensification d'utilisation des sols au travers des pratiques agricoles, bah, elle permet de moduler et d'améliorer la qualité microbiologique des sols. Et en fait, derrière tout ça, ben, quand on va regarder les parcelles qui finalement viennent rajouter de la prairie temporaire ou pas dans notre système, ben, là on voit qu'on a globalement, alors comme on a des effectifs qui sont relativement un petit peu faibles, ben, on a quand même des résultats qui globalement sont pas si différents. Mais ce qui est vraiment, enfin pardon, je dis une bêtise, je me suis trompé. Je reprends. On avait quelques parcelles en prairie temporaire dans ces systèmes-là. Et globalement, on se retrouve avec des résultats qui ne sont pas si différents que ça. Mais simplement, on a quelque chose qui est... en fait, ce qu'on voit, c'est que le fait de diversifier un petit peu, ça a tendance quand même à améliorer l'état global de nos systèmes. Diversifier nos rotations. Au niveau viticole, ben là, la comparaison des itinéraires techniques et des leviers agronomiques qui étaient mobilisés, elle a permis de faire 4 groupes. Des groupes où on a des systèmes plutôt conventionnels, mais avec des enherbements permanents. Alors, enherbement plutôt au niveau de l'interrang pour la partie bourguignonne. Des systèmes en agriculture bio avec des enherbements, on va dire, temporaires qui sont gérés mécaniquement, donc avec du travail du sol. Des systèmes conventionnels sans enherbement où les sarments de vignes sont exportés, et puis des systèmes en agriculture bio avec non enherbés avec du travail du sol. Et en fait, là, on retrouve un petit peu nos effets en fait de couverture du sol et d'impact du travail du sol. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est qu'on a un gradient finalement avec des systèmes qui présentent un enherbement, qui sont globalement avec une qualité microbiologique meilleure que nos systèmes non enherbés. Et puis bah aussi un gradient de travail du sol finalement qui vient se rajouter à ça. Donc plus on va travailler notre système, bah, finalement plus on va risquer d'altérer aussi notre qualité microbiologique. Et donc finalement, dans les systèmes viticoles, l'enherbement, c'est vraiment un levier très intéressant pour avoir une amélioration de la qualité microbiologique des sols. Et ça, parce que ça, finalement, on parlait d'interaction tout à l'heure, mais ça permet de créer des interactions ou de maintenir des interactions avec nos micro-organismes. Les micro-organismes, c'est aussi des organismes qui ont besoin de se nourrir. Et le fait d'avoir un couvert végétal, ça permet de leur amener des nutriments et des ressources trophiques de manière régulière et continue dans le temps. Donc ça permet d'entretenir aussi cette biomasse, d'entretenir cette biodiversité parce qu'on va on va diversifier le menu. Finalement, on va offrir des ressources différentes à des organismes qui peuvent consommer des ressources différentes. Et donc comme ça, on va maintenir notre niveau de diversité. C'est un petit peu comme nous, hein. On a peut-être des régimes alimentaires distincts et en fait, quand le menu est divers, eh ben, tout le monde peut se nourrir. Alors que si on a juste une source de nourriture, là, pour le coup, c'est beaucoup plus limite. Après, d'un point de vue cartographique, ben, par exemple sur nos systèmes viticoles, ce qu'on voit, c'est globalement, quand on regarde l'aire de répartition du diagnostic microbiologique global, ben, on voit qu'on a finalement notre côte de nuit, là, ici, qui est plutôt avec un diagnostic qui est, alors au départ, à certains endroits, bon, et puis sinon, globalement, intermédiaire à plutôt dégradé. Et sur les hautes côtes de nuit, ben, là, on a plutôt des résultats intermédiaires à bons. Et en fait, quand on y regarde ben, ces résultats-là et qu'on met en regard les pratiques qui sont appliquées sur les parcelles viticoles,
ben, finalement, on retrouve cet effet de l'enherbement parce que sur notre côte de nuit, ben, finalement, on a plutôt des sols qui sont très souvent travaillés avec peu d'enherbement versus des systèmes avec un enherbement plus pérenne ou plus permanent sur nos systèmes en haute côte de nuit. Alors après, à partir de tout ça, finalement, si on doit tirer un petit bilan de l'impact des pratiques agricoles, bah, une première chose, c'est que le labour, en fait, il a un effet négatif sur nos qualités globales, notre qualité microbiologique des sols. On a tendance à déprécier l'abondance globalement quand même un peu la diversité de nos micro-organismes. Le fait de diversifier la rotation, c'est quelque chose qui est améliorant dans le sens où on va venir diversifier les interactions potentielles entre nos plantes et nos micro-organismes. Donc, on va pouvoir permettre plus d'installation, l'arrivée ou en tout cas l'installation de plus de micro-organismes différents ou leur expression. On va aussi diversifier les ressources trophiques pour ces micro-organismes-là et donc comme ça maintenir notre système. Les engrais chimiques, finalement, ils ont un effet négatif parce que simplement, bah, ils vont pas venir ils vont potentiellement chanter nos micro-organismes pour nourrir, enfin, la plante va se nourrir potentiellement en chantant nos microbes. Et puis en fait, ça ne constitue pas forcément une ressource trophique pour nos microbes, donc ça aide pas trop à les maintenir. A contrario, les engrais organiques, ben, eux, ils viennent là aussi apporter de la matière, une diversité de matière organique, et donc ça permet d'augmenter la quantité et la diversité. Et puis les pesticides, ben, quand même globalement, on a un effet on a un effet négatif sur l'abondance et la diversité de nos communautés de microbes. Tous nos micro-organismes ne dégradent pas tous les pesticides, c'est souvent quelque chose de plutôt spécifique à certains groupes. Et donc, ben, les autres groupes, eux, peuvent subir en fait soit des effets collatéraux négatifs parce qu'ils vont être directement impactés, ou alors ben, aussi subir des effets de concurrence vis-à-vis des micro-organismes capables de dégrader ces molécules-là. Donc ça, c'est finalement un premier bilan pour vous donner un aperçu des leviers en fait qu'on peut identifier à l'échelle d'un pays, d'un territoire qui est, bon, alors je dis, qui fait 3000, enfin, qui est vraiment important en termes de surface, hein, de 3300 km². Et en fait, globalement, ça montre qu'on est en capacité d'aller faire un diagnostic sur des zones territoriales, sur des surfaces plus petites, on va dire, ou plus localisées qu'à l'échelle nationale. Et puis, l'idée, c'était finalement le projet Tetrabio et puis Mandagou, ça s'inscrit dans une démarche, dans une approche paysagère. Et en fait, le dernier exemple qu'on voulait vous présenter, c'est une démarche qui a été mise en place au sud de Dijon sur un paysage agricole qui est à peu près du même ordre de grandeur en termes de surface que l'aire de la commune de Mandagou, hein. On est sur un paysage qui fait 1200 hectares, donc 12 km² à peu près. Alors, qui a la caractéristique, on va dire, comme qu'il est en début de plaine de Saône, ben, d'être plutôt plat. Et par contre, de présenter des spécificités en termes d'occupation du sol. L'intérêt de cette approche-là, finalement, c'est qu'on se retrouve à des niveaux d'échelle décisionnelle pour les agriculteurs, hein. Sur ce paysage-là, on a à peu près 25 exploitations agricoles qui exploitent 900 hectares de terrain de manière autonome. Et en plus, on va pouvoir limiter la variabilité de nos propriétés physico-chimiques, ce qui fait qu'on va pouvoir aller dans la gradation aussi de l'impact de nos pratiques. Alors, sur ce territoire-là et sur cette approche paysagère, en fait, ce qu'on a déployé, et finalement, je pense que vous ressortirez de la conférence avec l'idée que la microbio, on peut le faire de manière intensive et extensive aussi, parce que finalement, c'est aussi un échantillonnage intensif et extensif, hein. On a fait à peu près 280 observations sur le territoire. Ça veut dire un point tous les 200 mètres à peu près. Et ça, on l'a réparti de manière à être représentative des usages des sols et des types de sols présents. Et donc, et ça nous a permis en fait d'aller caractériser nos communautés microbiennes. Et puis en plus, en parallèle, on avait des collègues en agronomie qui, eux, faisaient un inventaire exhaustif des pratiques agricoles appliquées sur l'ensemble des parcelles. Euh, donc, avec un niveau de détail très très fin, hein, qui couvrait, alors au-delà de l'occupation du sol que vous avez schématisé ici par les petites cultures et puis les petites forêts, les types de travail du sol, entre du labour, du travail superficiel, donc on va dire ce que vous pourriez faire quand vous passez une petite bineuse, ou du non-travail du sol, donc pas de travail du sol, les types de rotation inventoriés, et le niveau d'utilisation de produits phyto ou encore de fertilisants organiques ou minéraux. Alors, sur ce territoire-là, on est principalement quand même sur des types de production assez conventionnels, avec peu d'utilisation de matière organique.
et principalement des engrais minéraux. Et en fait, ce paysage-là, on l'a monitoré pendant à peu près 10 ans. C'est-à-dire qu'on a commencé en 2011 et on a eu la chance de pouvoir faire une campagne en 2016 et une nouvelle campagne de caractérisation en 2019. Alors là, moi, dans les exemples et dans les résultats que je vous présenterai, on va principalement se focaliser sur l'année 2011 et puis une comparaison entre l'année 2011 et l'année 2016. Et en fait, ça nous a permis comme ça d'aller regarder un petit peu d'écologie des communautés microbiennes à l'échelle des paysages. Parce que si on reprenait les cartes du RMQS, en fait, quand vous zoomez, on a fait des caractérisations sur des petits pixels qui font de l'ordre de 16 km de côté. Et en fait, à l'intérieur, si on zoomait, on pourrait se dire, ah ben, c'est homogène, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Et ça, on le voit ne serait-ce qu'au travers du territoire de Dijon. Mais l'idée, c'était de voir aussi à des échelles plus fines si on avait encore cette répartition hétérogène et pourquoi. Et puis derrière, on a essayé de regarder aussi là, comment les changements de pratiques agricoles affectent nos communautés microbiennes, c'est-à-dire comment, quand les agriculteurs prennent des décisions, ben, ça oriente les changements de nos communautés. Alors du point de vue, on va dire méthodologique, hein, on a appliqué exactement les mêmes outils que ceux que vous a présenté Lionel de microbiologie moléculaire, des caractérisations de propriétés des sols, et puis on a caractérisé nos pratiques agricoles suivant 4 grands groupes. Et je les mets là parce que finalement c'est important pour la suite. On a un premier groupe qui est plutôt au niveau agricole, un groupe de travail du sol important, intense, avec du labour et pas de couverture végétale. Un deuxième groupe qui a un travail du sol plutôt restreint, au sens pas de retournement, mais avec un décompactage. Donc on va venir ouvrir le sol pour l'aérer. Et toujours pas de couverture végétale permanente avec des cultures intermédiaires. Un groupe 3 qui correspond à notre travail superficiel, sans culture intermédiaire, et puis un groupe 4 qui, lui, bah, correspond à un travail du sol superficiel, donc on va dire jusqu'à 5 cm, 5-10 cm de profondeur, et dans lequel on va avoir l'implantation de cultures intermédiaires entre deux cultures de rente, c'est-à-dire qu'on va installer, par exemple, entre un colza et un blé, on va aller installer en fait des cultures qui sont en capacité de piéger les nitrates et d'éviter la fuite de nitrates vers les nappes phréatiques et les cours d'eau. Alors, les premiers résultats qu'on a pu observer d'abord en termes d'écologie microbienne, c'est que finalement, ben, même à l'échelle d'un paysage agricole qui fait 12 km², eh ben, on observe une répartition hétérogène et spatialement structurée de notre biomasse microbienne. C'est ce que vous avez ici sur la carte. On va avoir des gammes de variations qui sont dans les ordres de grandeur de ce qu'on peut observer à l'échelle nationale. Et puis, on va avoir des secteurs où on va avoir plus de biomasse que d'autres. Et des secteurs, donc en bleu, où on va en avoir moins. Alors, comme vous le disiez, Lionel, finalement, ça veut dire que derrière, on a en fait des paramètres de l'environnement qui structurent ça. Et quand on fait l'analyse statistique pour aller identifier les paramètres qui structurent la répartition de notre biomasse microbienne dans les sols, ben on voit un effet sol. Alors on retrouve les mêmes, on va dire globalement quand même les mêmes variables, les mêmes caractéristiques du sol, la teneur en carbone ou la texture du sol, euh, qu'à l'échelle nationale ou qu'à l'échelle du territoire de Dijon. Simplement, il y a certains paramètres qu'on ne va pas retrouver parce qu'ils ne sont pas assez variables sur le paysage pour ressortir comme étant importants. Mais finalement, on est quand même dans les mêmes, globalement, effets sol en premier, comme à l'échelle nationale. Un deuxième effet, qui est l'effet du mode d'usage, où on va retrouver plus de biomasse en forêt qu'en grande culture. Ça, c'est encore très raccord avec ce qui est observé à l'échelle nationale. Et puis, on va avoir un effet des pratiques, avec une dichotomie entre nos cultures ou nos systèmes pérennes versus nos systèmes en grande culture travaillés. Et dans ces systèmes en grande culture, bah, on va avoir une petite gradation qu'on verra tout à l'heure. De même, là, sur la partie richesse bactérienne, donc le nombre de taxons bactériens qu'on va retrouver dans nos sols, bah là, on voit aussi qu'on est réparti de manière hétérogène, qu'on a les mêmes ordres de grandeur aussi, on est dans les mêmes gammes de variation qu'à l'échelle nationale. Et puis, on va retrouver là encore un effet sol, avec des paramètres comme le pH, le carbone, qui sont identifiés au niveau du RMQS, des effets de la texture aussi, des teneurs en argile, comme pour le réseau de mesure de qualité des sols. On va retrouver un effet du mode d'usage avec à peu près la même gradation, en tout cas la même hiérarchie que ce qu'on peut avoir à l'échelle nationale. Alors on a des écarts en moyenne un petit peu moindres parce on n'explore pas la même gamme de variabilité quand même. Et puis on retrouve un effet des pratiques. Tout à l'heure, Lionel, vous parlez de perturbations intermédiaires.
bah, en fait, on retrouve exactement la même chose là dans notre système. On retrouve la dichotomie avec moins de diversité bactérienne dans nos systèmes pérennes, type forêt et système enherbé, versus nos systèmes travaillés. Et en fait, à l'intérieur de ce système travaillé, on va retrouver encore aussi une petite gradation et une petite hiérarchie. Et en fait, cette théorie des perturbations intermédiaires, elle s'applique très bien. Et en fait, comme vous le disait Lionel tout à l'heure, quand il vous a présenté en fait les réseaux d'interaction, dans nos systèmes travaillés, bah, oui, on a beaucoup plus d'espèces, mais en fait, on retrouve plus de bactéries opportunistes et on retrouve des réseaux d'interaction qui sont bien moins complexes que ce qu'on va avoir dans nos systèmes forestiers, par exemple. En fait, ce que ça traduit tout ça, c'est que d'un point de vue écologique, l'écologie microbienne des sols, finalement, elle se transpose bien d'une échelle à une autre, d'une échelle spatiale à une autre. Et en fait, ça veut dire qu'on peut aussi faire transposer les concepts, en fait, depuis les observations ou les informations qu'on acquiert à l'échelle nationale vers des échelles plus locales. Et en fait, derrière, ça donne une force pour pouvoir travailler, pour pouvoir venir amener des éléments pour, euh, pour gérer notre système ou en tout cas donner des bonnes, on va dire contribuer à avoir de des orientations améliorantes en fait derrière. Alors, ce qu'on a fait aussi, parce que je vous ai montré des résultats sur le diagnostic de qualité microbiologique des sols sur le territoire d'innovation de Dijon. Alors, on a déployé aussi cette entrée à l'échelle de l'aire, enfin, du paysage de Fenay, donc de cette zone atelier, au niveau de nos quatre groupes. Donc, ce que vous avez en haut, là, vous avez les petites vignettes qui traduisent, en fait, on va dire, visuellement les impacts majeurs de nos quatre groupes de parcelles. Et puis en dessous, vous avez la durée de couverture. Alors 2+, ça veut dire qu'elle est c'est qu'elle est plus faible par rapport au système où il y a 4+. Et puis le travail du sol, ben, le nombre de plus traduit aussi votre gradation. Quand il y a 4+, c'est beaucoup de travail. Et puis quand on commence à réduire le nombre de plus, ben, c'est il y a moins de travail du sol. Et en dessous, ce que vous avez sur les graphiques, c'est l'équivalent des petits camemberts que vous aviez tout à l'heure. Simplement, c'est une barre sur laquelle on a réparti le nombre de situations où on a, bah, en gros, un diagnostic amélioré ou améliorant en vert, intermédiaire, on va dire, à surveiller en orange, et puis un peu critique en rouge. Et ce qu'on voit globalement, c'est que notre système, dans notre groupe 1, on a moins de situations, où on a un système où on a des situations améliorées par rapport à notre groupe 2, à notre groupe 3 et à notre groupe 4. En fait, ce que ça traduit, ça, c'est que finalement, bah, le labour, il a vraiment un impact négatif sur notre quantité totale de micro-organismes. Et on le retrouve ça à l'échelle d'un paysage au global. Sur notre diversité de champignons, bah là, c'est la même clé de lecture. Et là, on a quelque chose d'encore plus marqué, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de situations où, dans notre groupe 1, où on est sur des situations améliorées, par rapport à notre groupe 2 et notre groupe 3, qui ont eux aussi, en fait, moins de situations améliorées par rapport à notre groupe 4, où on va avoir plus de temps de couverture du sol. Et en fait, ça, on a pu le relier finalement au fait que notre biomasse moléculaire microbienne, notre quantité de micro-organismes, elle augmente quand on réduit le travail du sol parce qu'on va en fait on va éviter de déstructurer les habitats microbiens. Donc ça permet comme ça d'héberger plus de monde. Et on augmente notre diversité de champignons en réduisant le travail du sol parce qu'on va protéger physiquement nos champignons. On va maintenir la diversité des niches écologiques. Et puis on va pouvoir augmenter en fait, le niveau d'interaction entre nos plantes et nos champignons aussi, en maintenant ça de manière un petit peu plus pérenne ou plus facilement réalisable en fait a posteriori. Et quand on augmente la durée de couverture du sol, finalement, c'est plus d'apports trophiques et surtout des apports trophiques plus continus qui permettent en fait d'augmenter comme ça notre biomasse moléculaire microbienne. Et c'est aussi plus de diversité d'habitats. Tout à l'heure, on parlait de mycorhizes. Les interactions mycorhiziennes, elles sont souvent, on va dire, elles sont pas espèce à espèce, mais elles sont globalement entre des groupes d'espèces. Et donc, plus on augmente le nombre de protagonistes, ben, plus on peut avoir comme ça d'interactions positives et d'habitats possibles entre nos champignons et nos plantes, pour le coup. On diversifie aussi les types de matières organiques qui entrantes, parce qu'on va, en fonction, pour chaque plante, on va avoir finalement des caractéristiques de matières organiques un petit peu différentes. Et puis, l'autre intérêt aussi d'avoir des cipants, finalement, c'est qu'on s'en sert aussi pour entretenir la structure du sol avec les systèmes racinaires qui vont venir maintenir des ouvertures, maintenir des agrégats, les stabiliser.
et comme ça préserver là encore les habitats physiques de nos champignons et puis a fortiori de nos bactéries. Alors ça, c'est une première chose. Et puis l'idée, je vous disais, on a essayé d'avoir un suivi en fait de nos communautés microbiennes. Alors là, ce que je vous représente, c'est deux cartes. Alors je vais passer assez vite sur la description, mais simplement, c'est deux visions du paysage, en fait, une en 2011 et une en 2016. Alors, en haut, en bleu, pour la biomasse microbienne des sols, la biomasse moléculaire microbienne. Et puis, alors, dans les tons rouges, ce qui n'a pas de valeur d'alerte, hein, sur la richesse bactérienne. Et en fait, une des premières choses qui est apparue, c'est qu'en 5 ans, finalement, on a eu des modifications de biomasse moléculaire microbienne dans nos parcelles et des modifications de diversité bactérienne. Alors, modification pas au sens distribution spatiale. Alors, les cartes sont peut-être pas assez contrastées, mais ce qu'on voit, c'est que la structure spatiale, la manière dont, on va dire, on répartit nos hotspots et nos low spots de biomasse ou de richesse bactérienne, en fait, ça bouge pas trop. Mais c'est surtout les niveaux d'abondance et de diversité qui vont changer localement. Et en fait, quand on regarde statistiquement un petit peu ce qui peut déterminer ces variations, bah, ce qu'on voit, c'est que globalement, on a un effet positif des changements de pratique qui visent à réduire l'intensification. Ces effets positifs de réduction d'intensification, ils passent par des allongements de rotation, c'est-à-dire qu'on va passer de rotations qui étaient prévues sur 3 ans vers des rotations plus longues, de 5, 7 ans. On voit une baisse de fertilisation minérale, parce qu'en fait, on a l'introduction aussi de cultures de cultures de légumineuses comme de la luzerne à certains endroits qui viennent favoriser notre système, nos composantes microbio. On a entre 2011 et 2016 une réduction d'utilisation de produits phytosanitaires, ce qui est aussi un facteur améliorant. Et puis ce qu'on voit globalement, c'est aussi que les agriculteurs du secteur ont choisi de réduire le travail du sol. On en a pas mal qui sont passés sur des systèmes en travail réduit ou en semi-direct. Et donc dans ces cas-là, on a vu aussi une amélioration de la qualité microbiologique des sols. Voilà, donc globalement, ce que ça veut dire, c'est que notre système, bah, finalement, on peut l'améliorer aussi en faisant des choix, et en faisant des choix finalement de conception de systèmes de culture qui sont finalement, alors on va dire un petit peu moins intensifs, ou en tout cas qui sont moins intensifs dans les leviers, dans les leviers qu'on va actionner, et en particulier dans ces leviers externes de fertilisation minérale ou de produits phyto, par exemple, ou de travail du sol. Alors avec Lionel, là, on a choisi un petit peu de conclure sur quelque chose de et après. On n'avait pas prévenu trop, Julie, sur, sur le et après, mais en fait, l'idée, c'était de faire le lien avec Tetrabio aussi. Et en fait, les questions que vous avez posées, elles sont tout à fait raccord avec l'idée de cette conclusion-là. C'est que finalement, bah, on a des approches qu'on déploie à différentes échelles. Nationales, alors territoriales sur des grandes surfaces, et puis paysagères sur des surfaces qui sont de l'ordre de grandeur des aires occupées par des communes. Et en fait, dans Tétrabio et sur la zone enfin, sur le paysage de Mandagou, en fait, pour nous, le Tétrabio, il se positionne bien en fait entre un lien entre teneur de l'eau et flux d'eau, et puis qualité alors biologique ou microbiologique des sols. Et en fait, tout ce que vous avez vu ce soir, que ce soit par la définition de la stratégie d'échantillonnage, l'implication citoyenne, l'acquisition de données, et puis des approches de microbiologie des sols qui, pour le coup, va être notre contribution forte au projet Tétrabio à l'échelle d'un paysage, que ce soit en termes cartographiques, d'analyse ou de diagnostic. Et puis le lien avec des modèles hydrologiques. En fait, c'est tout ça qui fait que le projet enfin, est aussi. Alors, je vais me permettre de dire qu'il est aussi chouette et aussi bien structuré. Voilà. Et ces approches de sciences citoyennes, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas précisé dans le cadre, que ce soit dans le cadre de FENED ou du territoire d'innovation de Dijon. Systématiquement, en fait, on a toujours proposé un retour aux participants. Donc, c'est-à-dire, c'est des sessions en fait de co-interprétation de résultats et de présentation des résultats pour aider à comprendre et à avancer. Voilà. J'espère que c'était efficace pour vous et merci de votre attention. Je pense que Lionel, je te laisse ouvrir le micro aussi si tu veux. Merci. Est-ce que tu pourrais arrêter ton partage d'écran parce que c'est beaucoup plus facile de Hop. poser des gens. Merci. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à la salle, j'aimerais attaquer par des questions très bêtes parce que je trouve que c'est toujours les meilleures questions. Alors, c'est quoi une bactérie opportuniste? C'est une bactérie qui change de parti politique parce que
On pourrait dire ça, mais non, en fait, c'est une bactérie qui va avoir tendance à consommer très vite la matière organique et en fait à épuiser vite sa ressource et à pas contribuer, on va dire, à l'action collective. Là, ça, bon, voilà, au sens où en fait nos bactéries opportunistes, elles ont Beau tendance à parallèle avoir, humain, hein. ouais, elles ont tendance quand même à avoir une mauvaise efficience d'utilisation de leurs ressources. Elles produisent pas beaucoup de biomasse en consommant de la matière. Et Ok. puis, ouais, je te Compléter laisse. un peu ce que dit Nicolas, bon Ouais, déjà il n'y a pas d'assemblée nationale chez les bactéries non plus, hein, donc elles n'ont ouais. pas ce problème-là. Et Latour parlait d'un parlement de la nature, hein, mais bon. oui, mais pas. Alors les bactéries en feront peut-être partie, mais on verra si c'est des opportunistes ou non. C'est ce qu'on appelle les stratèges R en écologie, c'est-à-dire c'est un peu les pionniers qui vont un peu terraformer un écosystème quand il a été dégradé, etc. Et donc, comme dit Nicolas, c'est un peu comme les mauvaises herbes, les adventices, c'est elles qui arrivent en premier, qui vont consommer les ressources et préparer le terrain, qui va être stabilisé par des stratèges K plus stables dans le Mm. temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les opportunistes, on a aussi beaucoup de pathogènes, parce qu'il y a un côté opportuniste hein, aux pathogènes. Et donc, quand on dit on a une augmentation de la diversité, mais c'est une diversité opportuniste, donc il y a moins de réseaux d'interaction, mais ça veut dire aussi que potentiellement, il y a plus de pathogènes, et c'est ce qu'on vérifie, parce qu'aujourd'hui, on a des nouveaux outils qui nous permettent d'aller regarder les traits fonctionnels des espèces qui sont présentes, dont on a les séquences, parce qu'on a les génomes séquencés et on peut en déduire un peu leur écologie. Et en fait, on voit des augmentations de bactéries pathogènes quand on a des augmentations de diversité opportuniste. Alors attention, je tiens aussi à préciser que toute augmentation de diversité n'est pas opportuniste. En fait, l'augmentation de diversité est due à des organismes opportunistes quand c'est dû à une perturbation, notamment comme un travail du sol moyen, comme des pesticides. Quand c'est dû à des effets un peu plus vertueux, un couvert végétal, de la diversité végétale, des amendements organiques, on a des augmentations de diversité qui ne sont pas opportunistes et qui ont des réseaux d'interaction bien complexes. Merci. Alors, je continue avec mes questions très bêtes, hein, parce que je me dis que moi, j'ai pas d'amour-propre, donc autant que je les pose. Si j'ai bien compris, ne pas faire de labour et noyer son sol dans le glyphosate, c'est mieux que labourer et cultiver en bio. C'est pas une question si bête que ça, hein. On me la Non. pose un peu différemment. Euh, En fait, la pratique agricole, et on est en train de démontrer avec des modèles statistiques très puissants sur des réseaux d'échantillonnage plutôt en système viticole, où on a plusieurs centaines de parcelles sur un autre projet qu'on ne vous a pas présenté qui s'appelle Mm. Ecovitisol. On est en train de hiérarchiser, parce que là, on ne vous a pas hiérarchisé les pratiques. On vous a dit celle-là, elle est bonne, celle-là, elle n'est pas bonne, etc. Là, maintenant, on a des outils statistiques et des jeux de réseaux de sol agricole et surtout viticole qui nous permettent de hiérarchiser les pratiques. Et la pratique la plus mauvaise pour la biologie du sol, je parle pour la biologie du sol, c'est le labour. Oui, Ça parce veut... que moi qui spécialise dans l'eau, le glyphosate qui se retrouve Oui, à l'eau alors, du robinet, hein. non, mais alors ça c'est vrai pour tout citoyen hein, Mm. qui se rend compte un petit peu de ça. Ça ne veut pas dire que les pesticides n'ont pas d'impact hein, sur la biologie du sol, mais l'impact est inférieur à celui du travail du sol. Si on passe Ouais. un bulldozer sur votre maison ou si on vous empoisonne de façon chronique au niveau du robinet, vous allez mourir plus rapidement par le bulldozer que par Oui. l'empoisonnement au robinet. Par contre, Mm. vous allez mourir dans les deux cas. Mais bon, Oui. mais voilà, nous, ce que l'on mesure, c'est l'efficacité Ouais. d'une pratique à dégrader le vivant ou à le réhabiliter. Et le labour est très efficace à ce niveau-là, tout simplement parce que c'est une agression mécanique qui détruit les habitats, donc qui tue les habitants. J'ai encore des questions bêtes, mais il y a une question de la salle, donc je donne priorité à la Oui, salle. à ce propos, moi, ce que je trouve toujours très étonnant, c'est que quand on parle du labour, quand on parle des engrais naturels et quand on parle d'assolement triennal, on voit bien qu'à l'échelle historique, entre guillemets, il y a eu intuitivement le fait de mettre des engrais naturels, le fait de faire un assolement diversifié, et puis que par contre, le labour, ça a toujours été pratiqué. Moi, ça m'interpelle un peu, parce que je me demande comment dans l'expérience, parce que c'est de l'expérience autrefois, que moi, ils se sont trompés à ce point-là par rapport au labour. Ça m'interpelle quand même. En fait, c'est presque un cercle vicieux le labour. C'est-à-dire qu'au début, on a fait du labour pour implanter la culture, pour rendre le sol un peu plus meuble et que l'enracinement se fasse bien. Donc ça, c'est vrai que c'est efficace, mais c'est un vrai. Moi, je suis pas du tout agronome, je viens pas du monde agricole et je suis écologue. Quand je suis arrivé dans le monde agricole en étant embauché à l'INRA, j'ai découvert les pratiques agricoles. Alors, je les connaissais déjà un petit peu, mais surtout le concept du labour, qui est un système qui est là pour aérer le sol tout en le tassant. Parce que c'est ça le labour en fait. Le labour, vous passez une charrue avant de faire votre implantation de culture, qui va servir à ameublir le sol pour qu'il y ait un bon enracinement. Alors ça marche à court terme. Mais à moyen terme, enfin à très court terme aussi, ça casse les agrégats. Le sol se tasse parce qu'on passe des engins dessus.
Et donc, si, voilà. Et comme on est dans un cercle vicieux où on essaye d'aérer le sol, mais on le tasse en même temps, et donc il faut de nouveau l'aérer pour la culture d'après parce que le sol est tassé, etc., on ne peut pas arrêter le labour comme ça, en fait. Si on arrête le labour, ben, les années d'après, il n'y a pas une réhabilitation immédiate de la structure du sol, et on est obligé de continuer à passer le labour. Donc c'est un peu comme une drogue, le labour. On est accro, et si on arrête, eh ben, ça ne marche plus. Donc, et d'ailleurs, alors, le monde agricole s'en rend compte, et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez à peu près 15 à 20% des agriculteurs qui sont en agriculture de conservation et qui pratiquent le non-labour, qui n'ont plus de charrue et qui ont des cultures, toujours un couvert végétal sur leur sol, et qui arrivent à semer la culture de l'année sous un couvert végétal qui est une interculture, avec des systèmes de disques, etc. Et c'est des gens qui vivent de leur agriculture. Par contre, le problème de l'agriculture de conservation, c'est qu'elle utilise encore des pesticides, et notamment des herbicides à certains moments pour éliminer l'interculture quand elle devient trop gênante. Et à côté, vous avez le bio, qui n'utilise plus de pesticides de synthèse, qui est sur des produits naturels, mais par contre, qui a tendance à intensifier son travail du sol. Pourquoi? Bah parce qu'ils n'ont plus que le désherbage mécanique pour éliminer une certaine compétition entre la culture et ces fameuses mauvaises herbes, hein, qu'on appelle plutôt adventices aujourd'hui. Et donc, des fois, les bios sont moins bons que certains conventionnels parce qu'ils abusent un peu trop du labour et de l'agression mécanique du sol, ce qui fait que le bénéfice qu'ils ont de ne plus utiliser des pesticides de synthèse qui sont des biocides aussi pour la biologie du sol, hein, pas que pour nous, et pour les plantes visées ou les organismes visés, eh ben, est compensé négativement par une intensification du travail du sol. Et d'ailleurs, il y a un gros paradoxe dans le cahier des charges bio, c'est que le bio, à l'origine, qui est né il y a un peu plus d'un siècle, prenait le sol comme un écosystème vivant, mais dans son cahier des charges, vous n'avez aucune préconisation de pratique sur la gestion du sol et la protection de la qualité du sol. Donc il faudrait améliorer le cahier des charges bio par rapport à ça. Alors le but, hein, ça serait peut-être de marier l'agriculture de conservation et le bio pour faire un système d'agriculture de conservation en bio qui est techniquement, on m'a dit, souvent infaisable. Et en fait, nous, on commence à travailler avec des groupes d'agriculteurs en Mayenne, dans l'ouest de la France, où ils font ça depuis 10 ans et où ça a l'air de marcher. Donc, on est en train de travailler avec eux pour évaluer la qualité microbiologique de leur sol. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Peut-être ce qu'on peut aussi, et aussi préciser quand même, c'est que peut-être historiquement aussi, les ressources en fertilisants, elles étaient principalement organiques. Et ça a aussi des effets positifs quand même sur notre système microbien et notre biodiversité des sols. Donc après, enfin, il faut voir aussi le changement de paradoxe par rapport à enfin, de paradigme par rapport à ce qu'on faisait antérieurement en agriculture, on va dire agriculture de ferme locale, où avant, on est passé d'un système où on utilisait beaucoup de matière organique, peut-être beaucoup de travail du sol, mais vers des systèmes où on a combiné en fait ça avec beaucoup de fertilisants minéraux, finalement, qui viennent aussi avoir un impact négatif supplémentaire sur nos communautés microbiennes. Et sur la structure du sol. Et Ouais, et sur sur la structure On l'histoire du baisse le sol. taux de matière organique. Ouais. Et sur l'histoire longue, il faut voir qu'on est passé de l'arère à la charrue très récemment dans l'histoire de l'agriculture Mhm. et qu'on est passé de la charrue à des tracteurs super lourds avec des socs qui vont très très profondément. Bien sûr. Et Pendant beaucoup 25 ans. d'énergie. Et beaucoup d'énergie à déstructurer des sols qu'on avait du mal à déstructurer auparavant. Voilà, donc en fait, le labour d'aujourd'hui, c'est pas le même labour que même il y a 100 ans. Tout Ah, à mais il y a fait. une question ici dans le... Moi, la première révolution agricole, c'est la mécanisation quand même. Et la deuxième, qui est consécutive à la mécanisation, c'est la chimie. Et la troisième, c'est l'agroécologie. Ouais. Normalement, et l'INRA a trempé dans les trois, hein. Je tiens à le préciser. La révolution, c'est le numérique. C'est-à-dire, c'est le pilotage. C'est le pilotage. Alors, ouais. L'agroécologie, ça vient ouais, les institutions de recherche se sont appropriées l'agroécologie, mais je ne suis pas sûr que une partie des agriculteurs soient dans cette dynamique-là. Ils restent dans une dynamique que certains, voilà. Mais je pense historiquement, la mécanisation, c'était pour alléger le travail, ça a été vendu comme ça a été permis de les vendre, et la chimie, était impossible de ne pas parler de mécanisation sans chimie. C'était cohérent. Il y a une cohérence, oui, intensive et de productivisme. Après, il y a une empreinte environnementale aussi de ces deux révolutions qui aujourd'hui n'est plus soutenable sur la qualité de notre environnement et la façon dont on produit. Alors, bien sûr, il faut garder une marge économique et c'est pour ça que les agriculteurs ont... Et tout le développement agricole, parce que quand on discute, moi je fais beaucoup de participatifs avec les agriculteurs et les viticulteurs, ils sont hyper sensibilisés à la qualité de leur sol.
Par contre, quand on discute avec les acteurs du développement agricole, tous les intermédiaires, hein, notamment économiques, hein, qui ont tout un modèle économique là-dessus, ben, il y a un peu moins de sensibilité parce que changer de modèle agricole, c'est changer de modèle économique, c'est de revisiter un petit peu tout ça. Et là, ça commence un petit peu à coincer. Donc, indépendamment de la position de l'agriculteur, je pense qu'il y a aussi la position de tout le développement agricole qui fait qu'aujourd'hui, l'agroécologie, elle est encore un peu incantatoire. Elle se développe à droite, à gauche, avec de la motivation, des agriculteurs motivés qui sont prêts à faire des expérimentations, des innovations et à les diffuser. Et nous, c'est pour ça qu'on va dans ces territoires où on applique nos outils, c'est pour capter cette innovation agricole et pas la mettre en expérimentation comme l'INRA le faisait, ou les chambres, ou les instituts techniques, on expérimente des trucs, et puis au bout d'un moment, on en fait des très beaux papiers, mais ça ne veut plus rien dire d'un point de vue opérationnel pour l'agriculteur. Donc nous, maintenant, on va chez les agriculteurs, on va sur les territoires pour capter l'innovation qui se fait au niveau des parcelles et l'évaluer, tout simplement. Essayer de statistiquement, avec, comme vous dites, aussi du numérique, de la diffuser, de la bien analyser et puis de la retranscrire. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec nos travaux et qu'on vous présente ce soir pour partie. On ne vous a pas tout présenté non plus. Énormément d'innovations en agroécologie viennent du monde agricole. Et bien sûr. Les chercheurs, on n'a fait que courir après eux pour comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche. Et surtout, on a un rôle, nous, au niveau des institutions de recherche, de capter cette innovation et de la diffuser. Voilà, si vous mettez des agronomes de l'INRA à faire un site expérimental, vous allez avoir un truc très expérimental qui fera des belles publications, mais qui n'aura que très peu de réalité agricole. Et ça, bon, il en faut, hein, parce qu'il y a des démonstrations un peu poussées à leur extrême, mais en termes d'opérationnalité ou de transfert au monde agricole, ça reste encore assez hypothétique. Mais aller capter l'innovation chez les agriculteurs et la diffuser aux voisins, c'est ce qu'on fait sur des territoires, notamment avec Ecovitisol, et ben ça marche bien et ça permet de faire évoluer très rapidement les pratiques. Et vous nous avez bien montré que la nature nous pardonne très vite ce qu'on lui a fait quand on voit l'évolution Exactement. de 2011 et 2016. Il y a une question encore dans la salle. Oui, moi, on va dire, on voit bien l'intérêt de ne pas travailler le sol, mais le travail du sol, son intérêt, c'est de ne pas avoir recours à des produits phytosanitaires. Et donc, si on voulait essayer d'avoir un espèce de compromis entre travail du sol et usage de produits phytosanitaires, enfin, en gros, si je me dis, je ne veux pas utiliser de produits, donc je vais travailler mon sol, mais j'ai envie de travailler le moins possible. Quel travail et quelle profondeur de travail vous préconiseriez en tout cas Alors attention, là, je tiens à préciser une chose, hein, c'est que avec Nicolas, on est biologiste, écologue, on n'est pas agronome et encore moins technicien et conseiller agricole. C'est-à-dire que ce que l'on fait, nous, c'est qu'on analyse la qualité microbiologique des sols au regard de paramètres naturels, environnementaux et des pratiques agricoles. Et on interprète un diagnostic que l'on a mis en place en jurant des échelles territoriales ou nationales des réseaux de parcelles agricoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous donne des résultats d'interprétation. La qualité microbiologique, elle est impactée par ça, ça et ça. Après, on n'est absolument pas dimensionné et armé pour vous faire un conseil technique agricole sur comment labourer, Parce que vous etc. avez pas... Mais on n'a pas toute l'équipe qui est réunie. On a Damien Calais dans l'équipe qui est agronome. En reformulant la question, plus c'est des pratiques agricoles que vous avez vues et des résultats que vous avez sur la qualité du sol, de la microbiologie du sol, finalement, en termes de technique de travail du sol, qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui a le moins d'impact? En fait, Ça dépend. Alors, le problème, c'est que ça dépend de votre type de sol, parce qu'en fonction de sa texture initiale, sableux, s'il est argileux, s'il est limoneux, s'il est riche déjà en matière organique ou appauvri en matière organique, vous allez avoir des sols plus ou moins résistants à la désagrégation mécanique par un travail du sol. Vous allez avoir des sols que vous allez labourer, vous n'aurez jamais de problème, même d'un point de vue microbiologique, parce qu'il est suffisamment bien structuré, avec un bon équilibre entre sable, limon et argile, et pas mal de matière organique, et donc la structure du sol se maintient, donc les habitats se maintiennent. Et puis vous avez des sols plutôt sableux, donc un peu comme chez vous, qui vont être des sols où il y a une bonne percolation, mais aussi des sols qui sont peu agrégés, parce qu'il y a peu de matière organique. Hein, dans les sols sableux, elle est tout de suite minéralisée, elle ne s'accumule pas. Et puis les particules sableuses se tiennent un peu moins bien que des particules argileuses et limoneuses. Donc ça, c'est des sols qui vont être plus sensibles à la déstructuration par une agression mécanique et le labour. Donc la réponse, en fait, c'est d'abord faire un diagnostic pour voir dans quel état est votre système. Ça, c'est hyper important. C'est un peu comme en santé humaine. Un médecin ne va pas vous dire de façon générique à 20 patients, vous avez tous cette maladie, on va tous vous soigner de la même façon. Non. D'abord, on va faire un diagnostic à la parcelle, identifier les pratiques,
Et après, en fonction, vous allez les faire évoluer et continuer ces diagnostics pour voir si vous allez dans le bon sens. C'est ça la vraie solution. Il y a pas, et bien sûr qu'il y a des tendances. Nous, ce qu'on vous montre, c'est des tendances, l'agression du travail du sol. Et dès qu'on réduit, on ne dit pas d'arrêter le labour ou que tout le monde passe en bio. On dit que la réduction du travail du sol améliore la qualité microbiologique, que l'amélioration de la couverture végétale l'améliore aussi, que la réduction des pesticides l'améliore, les amendements organiques, etc. Après, ce sont des bras de levier. À vous de les activer en fonction de ce que vous faites et en fonction de votre diagnostic. Et l'avantage au niveau de Mandabou, c'est que vous aurez un diagnostic si on tombe chez vous. Et puis, Et l'avantage aussi du projet, c'est que nous, c'est la première fois, à ma connaissance, hein, dans le monde scientifique, qu'on va lier la Bien tenue sûr. de l'eau avec ces réalités-là. Ça, à ma connaissance, ça n'a encore jamais été fait. Donc, peut-être oui, vas-y. un petit point que je peux rajouter sur la dynamique temporelle que vous avez vue. En fait, entre 2011 et 2016, en plus de la réduction d'intensification d'usage, un des facteurs qui rentrait, alors c'est une estimation, c'est pas de la mesure, c'est des modèles de bilan hydrique sur les sols qui ont été appliqués. Et ce qu'on voyait en fait, c'est que typiquement, on avait un effet négatif de l'augmentation du nombre de jours de stress hydrique pour la plante sur notre communauté microbienne. Donc ça renforce le lien en fait enfin en tout cas, ça renforce l'idée que c'est important de regarder à la fois la quantité et la teneur de l'eau qu'on va avoir sur notre paysage et notre communauté biologique. Voilà. Mais ça, cet effet-là, il vient en complément, enfin, il vient en plus des effets des pratiques agricoles que décrivait Lionel. Et puis, ce qui est important dans les orientations qu'on souhaite prendre en général, c'est à quelle échelle de temps on va réfléchir le nouveau système. Et c'est parce que ça détermine la manière dont on va actionner les différents leviers agronomiques, en fait. Et en fait, la réflexion autour du niveau de travail du sol, elle se place finalement dans quelque chose d'un peu plus gros et des autres leviers associés, on parlait tout à l'heure de couvert ou de semi-sous couvert, ben finalement, ça vient en complément, en fait. Il y a encore une question qui vient de la salle. Comment, vous avez dit que vous restituez vos observations, donc par rapport au changement, comment les agriculteurs ont apprécié, enfin, pour eux, qu'est-ce que ça représentait ces changements? Quel était le résultat de ces changements? Comment ils les ont appréciés? Alors, j'ai cru entendre, mais faiblement. C'est comment les Donc, agriculteurs c'est à propos captent. de vos restitutions. Vous avez dit que vous restituez vos résultats auprès des agriculteurs, des participants à la recherche. Et la question, c'est quelles ont été les réactions des agriculteurs? Quelle a été- Alors, souvent, moi, ça fait 15 ans que je fais ce qu'on appelle des sciences participatives, hein, c'est-à-dire que je fais des projets où on travaille directement avec des groupements d'agriculteurs, ces derniers temps plutôt viticulteurs, parce que la question est assez prégnante aussi en viticulture par rapport à ce que je vous ai montré, des pratiques assez agressives en viticulture, notamment beaucoup de pesticides. À chaque fois, ça a été des vrais moments de bonheur, hein, ces ateliers de restitution, et on n'appelle pas ça restitution parce qu'il y a un côté un peu descendant, on appelle ça des ateliers de co-interprétation. C'est-à-dire qu'on arrive avec un diagnostic, nous on a une façon de l'interpréter au regard des pratiques, des types de sols, etc. Et eux, ils arrivent avec leurs observations du quotidien, sur leur façon de travailler, sur ce qu'ils voient de leur sol à la surface, et puis aussi sur leur culture, hein, en termes de vigueur, de rendement, de paramètres climatiques aussi qu'ils ont subis cette année, etc. Et on co-interprète un peu nos données. Et en fait, les agriculteurs sont majoritairement, voire même de façon assez unanime, satisfaits de nos résultats, même quand les résultats sont mauvais. Moi, j'habite au milieu des vignes, en côte viticole au sud de Dijon. Alors, c'est la côte viticole hyper connue. Et j'ai travaillé avec des groupements viticoles en participatif dans ma commune et les communes aux alentours. Donc, c'est Vaudremannais, Gevrey-Chambertin, Vougeot, etc. Des grands domaines viticoles, hein. Eh ben, ils étaient globalement assez majoritairement mauvais parce qu'ils enherbent peu, ils travaillent beaucoup le sol. Alors, il y a beaucoup de bio, hein, on est presque à 30% en bio, mais beaucoup de travail du sol et peu de couverture végétale. Et c'était mes voisins, alors je les connais plus ou moins, mais ils m'ont pas encore pendu sur la place du village non plus par rapport aux résultats que je leur ai donnés. Donc, il y a une vraie écoute sur ces résultats et un vrai besoin de savoir à un moment où ils en sont en termes de qualité du sol. Le sol représente un patrimoine pour les agriculteurs, ils en sont conscients. Et ils en sont même garants, et ils veulent être garants de ce patrimoine et de le garder et de ne pas trop l'altérer. Donc il y a un vrai intérêt du monde viticole. Par contre, il y a aussi un vrai intérêt à ce que ce soit un viticulteur qui a un bon diagnostic avec des pratiques un peu différentes de ses voisins, qui soit un ambassadeur pour diffuser ces pratiques. Il n'y a rien de mieux qu'un viticulteur ou un agriculteur pour convaincre un autre viticulteur ou un autre agriculteur. Quand nous, on arrive à l'INRA avec voilà, ce qu'on vous montre des préconisations,
il y a toujours un doute, une remise en question. Bon, on a l'habitude et c'est légitime. Quand c'est quelqu'un, votre voisin qui est viticulteur, qui a des pratiques un peu différentes et qui a un bon diagnostic meilleur que le vôtre et que vous n'avez pas les mêmes pratiques, et ben là, généralement, ça percole bien, ça diffuse et ces pratiques vertueuses se diffusent très rapidement dans le paysage. Alors souvent, ce sont des petits paysages hein, parce qu'on fait des petits groupes, c'est des groupes de 20, 30, mais en tout cas, l'information diffuse et ça devient très intéressant, même d'un point de vue sociologie à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le projet Ecovitisol maintenant intéresse les sciences sociales et on a eu un premier article de sciences sociales sur justement l'impact de nos résultats sur les viticulteurs d'un territoire. S'il n'y a pas de questions immédiatement, je reprends mes questions bêtes, mais je donne la priorité à la salle, hein, si vous avez des questions intelligentes particulièrement. Oui, il y a une question. Deux questions. Si dans la structure du sol, les micro-organismes étaient répartis de façon bien spéciale sur les strates du sol, ou alors ils interagissent différemment sur des surfaces, en profondeur. Ouais, ça, c'est... J'ai pas entendu, mais tu as l'air d'avoir entendu, Nico. Oui, est-ce qu'il y a une répartition différenciée en fait au sein du profil de sol? Donc les différentes strates, hein, les horizons de sol, en fait, ce qu'on voit, oui, c'est qu'il y a ils sont pas répartis de manière homogène entre l'horizon de surface et le bas du profil de sol au contact avec la roche. On a en général la majorité de notre abondance de micro-organismes qui est localisée dans les 20-30 premiers centimètres du sol. Et puis après, on a une baisse de biomasse. Et alors, diversité, je me souviens plus, Lionel, toi, si De toute façon, ça baisse en individu, donc la mais ça doit diversité baisser un baisse pas petit peu, obligatoirement. ouais. Ouais, la diversité baisse pas obligatoirement, mais le nombre d'individus baisse drastiquement Ouais. hein, dès qu'on passe les 30-35 cm. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de carbone, le carbone s'accumule à la surface, il y a moins d'oxygène, l'eau, faut voir, par rapport à des phénomènes de tassement aussi en profondeur. Donc c'est des habitats un peu moins enclins à développer la vie microbienne et globalement même la vie biologique, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on échantillonne souvent dans les 20-30 premiers centimètres. Est-ce que leurs interactions sont les mêmes à la surface ou un peu plus profondément? C'est-à-dire, je pense c'est-à-dire que le fait de retourner la Terre, est-ce que ça perturbe justement le... Donc la question, c'est est-ce que leurs interactions sont les mêmes en surface et un peu plus profondément? Parce que monsieur pense au labour qui va retourner la terre. Alors, est-ce que ça va... Imaginez si vous retournez votre maison, ce que ça vous fait. En fait, en fait le problème, c'est qu'à 30 cm, on commence... Vous savez que les bactéries, il y en a qui sont aérobies, qui vivent avec l'oxygène, qui respirent l'oxygène, et d'autres qui sont anaérobies, qui n'ont pas besoin d'oxygène. Quand elles sont anaérobies, elles sont dans des microporosités ou un peu plus profondément dans le sol. Et donc, le monde microbien et bactérien, surtout, s'organise comme ça, avec les aérobies qui sont plutôt au-dessus du sol, et puis les anaérobies un peu plus en profondeur ou dans des microporosités où il y a justement de l'eau capillaire, où il y a moins d'oxygène. Quand vous travaillez le sol, vous redistribuez tout ça. Et donc, vous perturbez tout ça. Et donc, il faut que ça se rééquilibre. Et ça demande énormément d'énergie, et ça, c'est au détriment de la survie des populations qui sont adaptés à leur écosystème. Et leur écosystème, voilà, les populations du dessous vont être mises dessus à l'air libre et ça ne va pas leur plaire. Donc il va falloir que ça soit recolonisé par des populations aérobies et puis en dessous par des populations anaérobies, etc. Donc ça demande énormément de perturbations qui demandent énormément d'adaptation aux bactéries. Et qui laisse le champ libre à des bactéries opportunistes. Opportunistes qui vont recoloniser préférentiellement tout ça. Ouais. Il y avait une autre question, il y avait une autre main qui s'était levée. Oui, c'était juste tétrabio, ça signifie quoi? Ah, tétrabio, c'est un acronyme qu'on a pris à partir des premières lettres de plusieurs mots dans le titre du projet. C'est tenure de l'eau et tenure et trajectoire de l'eau. Non, impact de la tenure et sur la trajectoire de l'eau et sur la biodiversité du sol. Donc, parce que c'est ça qu'on étudie, on essaie de faire le lien entre la tenure, donc les pratiques humaines sociales, la tenure de l'eau, le lien entre la tenure et la trajectoire de l'eau à la fois en surface et sous le sol, et le lien aussi avec la biodiversité du sol pour, in fine, pouvoir évaluer si on peut améliorer notre tenure de l'eau de la même manière qu'il y a cette pratique des agriculteurs de dire est-ce que je peux mieux faire? Ben, l'idée, c'est est-ce qu'on peut mieux faire avec la tenure de l'eau collectivement? Et c'est pour ça qu'on a aussi 2 professeurs de droit dans le projet.
Parce que si on arrive à s'entendre sur une meilleure tenue de l'eau collectivement, elles peuvent fournir des instruments juridiques pour formaliser cette nouvelle tenure, ou bien vous proposer de nouveaux instruments juridiques. C'est le boulot des profs de droit, hein, de faire ça, pour formaliser cette tenue de l'eau. Que ça reste pas juste un arrangement entre voisins temporairement, non, que ce soit vraiment une prise de décision qui soit reconnue par la loi de l'État, par les autorités, l'OFB, etc. Alors, il y a d'autres mains qui... Non? Parce que, du coup, je peux poser mes questions bêtes, je suis désolée, hein, j'y tiens un peu. Alors, vous avez parlé d'espèces épigées, ça veut dire les espèces qui vivent dans la litière, c'est bien ça? En surface du sol ou dans la litière, oui. Ok, d'accord. Et j'ai été un peu étonnée aussi. Vous nous parliez de prairies temporaires, hein. Est-ce que ça veut simplement dire ce que nous on appelle des engrais verts ici? C'est-à-dire qu'entre deux saisons de culture, on va semer des céréales, des légumineuses et... Alors les engrais verts, en fait, agronomiquement, c'est considéré comme des cultures, on va dire, intermédiaires ou dérobées qui sont valorisées tout de suite. Les prairies temporaires, c'est des prairies qui sont implantées pour une durée de, on va dire, en général, maximum 3 ans. Ah, Donc, d'accord, et derrière, elles sont gérées avec soit de la fauche, soit du pâturage. d'accord, Généralement, c'est dans des systèmes de polyculture élevage où on Ouais. a, en fait, voilà, dans les assolements céréaliers, ben, on met de la prairie et on peut la faire pâturer. Donc, c'est d'accord, pas 3 ans sans intérêt. Alors, c'est un intérêt pour la qualité du sol, on l'a vu, hein. Dès qu'on met une prairie Ouais. dans la rotation de 2 ou 3 ans, on améliore énormément la qualité microbiologique des sols. Pas simplement quand la prairie est là, mais même quand on est sur les autres assolements de la culture, hein. Mm. Et ça, c'est des choses qu'on a démontrées aussi de façon assez significative. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Questions? Non? C'est, ben, je vous remercie énormément pour votre conférence. En tout cas, moi, j'ai appris. Et pourtant, je travaille avec vous depuis un petit temps pour monter le projet. Alors, j'espère que ça aura été utile pour tout le monde. En tout cas, et merci aussi de bien mentionner votre expérience en sciences citoyennes. C'est exactement ce qu'on espère faire. C'est pour ça qu'on est réunis. Je vais quand même essayer de ne pas perdre la connexion pour que vous puissiez... Oui. Est-ce que on n'a pas perdu? Voilà. Vous voyez une petite partie de la salle, voilà. Vous avez fait salle comble ce soir. Je vous remercie. Alors, j'espère que la prochaine fois qu'on vous entendra, ce sera parce que vous serez avec nous en présentiel. En tout cas, on va tous se mettre, hein, à la lecture. Merci. Merci Si les beaucoup. bactéries part demain pour la mairie. Je l'envoie à la mairie et après, ça le centralisera. Voilà. Ben, à une prochaine fois et un grand, grand merci pour Merci à vous et bonne À très soirée. bientôt. Merci À Merci bientôt beaucoup. et passez tous de belles fêtes de fin d'année. également. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ça, c'était Adèle, notre stagiaire. Vous allez tous rencontrer Adèle bientôt. Salut Adèle. Oui, bonjour, je ne me suis pas présentée. Merci Julie pour la présentation. Et oui, je suis ravie de pouvoir contribuer à ce projet de recherche qui est passionnant. Croise les doigts pour l'ANR et que ça marche la deuxième Ouais, fois. Moi, c'est ce qui est arrivé pour mes projets microbiologie sur le RMQS. Oui, il C'est passé paraît la que c'est deuxième la fois. norme, rejeter la première fois et ça peut passer la deuxième fois. Je ne sais pas si c'est la norme, mais l'essentiel, c'est que ça passe. C'était le cas pour ma première ANR. Elle avait été refusée la première fois et elle est passée la deuxième fois. J'ai beaucoup de collègues qui disent que ça leur est arrivé. Voilà. Et puis, si ça ne marche pas avec l'ANR, on ira à l'agence de l'eau et puis on Oui, oui, oui. Alors, en anglais, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est the dog should wag the tail shouldn't wag the dog. Donc, c'est le chien qui doit battre la queue, c'est pas la queue qui doit battre le chien. Voilà, alors c'est comme ça qu'il faut le voir. Ben, bonne Ça soirée. marche. Bonne Ouais, au revoir. soirée. À bientôt. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous offrir un verre. Voilà. Et par contre, il y a un verre à boire si vous voulez. Dans la salle. Oui, au revoir Nabil, au revoir Adèle. Bonne soirée. Merci encore. Bonne soirée.